Tuer un homme, c'est quelque chose. Écoute, pourrieux. Je vais te défoncer la gueule, vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Reste dans ton coin et apprends à pisser le sang avant d'en baver à mort. Et rendez-moi votre étoile. Tu peux rêver, couille molle. Foutez le camp de chez moi. Tenez, ça va vous faire un suppositoire à cette branche. On a tous un jour ce qu'on mérite. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. Qu'est-ce que vous osez dire? J'ai dit, collez-vous l'étoile dans le cul. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de la rétrospective consacrée à Clint Eastwood. Je suis toujours avec mon cousin Tom pour en parler de la chaîne YouTube Dirty Tommy. Comment ça va, Tom ? Eh ben écoute, ça va très bien. La première partie, content de te retrouver. La première partie était super. On a abordé plein de super films. Et là, la deuxième partie va être carrément encore mieux. Ah bah oui, c'est toujours ça. Le deuxième épisode d'une trilogie, c'est toujours le meilleur. Exactement. Comme on dit. Et donc, voilà, dans la première partie, on s'était arrêté en 1985 avec Pell Rider. Et donc là, on va reprendre exactement à ce moment-là. Et on va aller jusqu'en 2003, jusqu'au film Mystic River. Voilà, la deuxième partie s'arrêtera là. Mais donc, avant d'aborder son prochain film, je voulais d'abord faire un petit retour en arrière, parce qu'on n'avait pas du tout évoqué ça dans la première partie de la rétrospective. Mais parler de la société de production que Clint Eastwood a créée, qui s'appelle Malpaso. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Malpaso ? Alors Malpaso, donc créé en 68. C'est ça, c'est à peu près ça. Malpaso créé en 68. En fait, c'est une boîte de prod qu'il a créée et qui va suivre clairement toute sa filmographie. Qu'il soit réalisateur, pas réalisateur, qui joue dedans, mais enfin tu vois, c'est en fait à chaque fois qu'il va y avoir un film avec Clint Eastwood, ce sera Malpaso. Et Malpaso, si je ne me trompe pas, c'est une petite une petite bourgade en fait, juste entre San Francisco et Carmel. C'est ça. Puisque j'y étais passé quand j'avais fait mon road trip à San Francisco, et même toi je crois aussi. Ouais. Et donc voilà, et il a appelé, et comme il est pas originaire de là-bas, mais disons que comme il a beaucoup fréquenté ces endroits-là. En fait, il me semble qu'il avait acheté une propriété là-bas, une maison, donc à Malpaso, et c'est pour ça que ça lui a donné l'idée d'appeler sa boîte de production Malpaso, Malpaso qui veut dire mauvaise passe en espagnol. Et donc pour rester un petit peu là-dessus, pourquoi finalement Clint Eastwood crée cette boîte de production juste après avoir enchaîné donc la fameuse trilogie du dollar, parce que c'est à peu près ça, 67, 68. Finalement, à quoi ça lui sert de créer Malpaso à ce moment-là Moi j'ai cette impression, alors moi je connais pas la raison exacte, mais j'ai quand même cette impression d'une volonté de garder une indépendance. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à Lucasfilm, alors évidemment en toute proportion gardée, parce que Lucasfilm c'est devenu un empire. C'est devenu un empire, pas Malpaso. Mais j'ai quand même l'impression, si tu veux, vu qu'il était conscient qu'il allait tourner avec Universal, avec Warner, etc., c'était une manière quand même de garder une certaine indépendance financière, de pouvoir réaliser un peu ce qu'il voulait aussi, de pas être contraint aussi, d'avoir aussi ce qu'on appelle le final cut, le director's cut, automatiquement, sans qu'on lui prenne la tête à lui couper des scènes et tout. Je pense que c'est important et ça se ressent quand tu vois ces films d'ailleurs. Oui, voilà, en fait, il voulait être à chaque fois le producteur de ses films et avoir vraiment le contrôle, quoi. Donc, comme je disais, on est en 1985 et à ce moment-là, Clint Eastwood, il va un peu se lancer dans la politique puisque finalement, il va devenir le maire d'une petite ville, tu l'as évoqué là tout à l'heure, le maire d'une petite ville de Californie qui s'appelle Carmel, qui n'est pas très loin de San Francisco. Qui est super joli d'ailleurs. Voilà, ouais. Belle plage avec du sable, mais tu sais, blanc. Front de mer. Front de mer. Moi j'y étais allé, on avait complètement halluciné. C'est vraiment la petite ville. Voilà. Et alors pour la petite anecdote, il a été élu maire de Carmel à 72% des voix, donc c'est quand même un franc succès, je dirais. Ouais, exactement. Voilà, non mais donc c'est drôle quoi, un artiste qui se lance dans la politique, c'était finalement un peu précurseur. Schwarzenegger lui emboîtera le pas quelques années plus tard, et d'ailleurs il y a une vraie filiation avec Schwarzenegger entre lui et Clint Eastwood, puisque Schwarzenegger, il est républicain comme Clint Eastwood, et puis surtout il s'est toujours, il a toujours affiché
il se revendique de l'héritage de Clint Eastwood, et même quand il a composé son personnage de Terminator, il a toujours dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Clint Eastwood, et notamment de son personnage d'inspecteur Harry. Voilà, un petit peu froid comme ça, avec un regard glacial, pour faire le Terminator. Ah bah chez Schwarzenegger, c'est même une véritable admiration totale. Voilà. Et quand tu vois le jeu de Schwarzenegger, on disait dans la première partie que Clint Eastwood, c'était pas un acteur qui s'est fondu dans plein de personnalités différentes, il a toujours été plus ou moins le même rôle. Bah finalement, quand tu regardes le jeu d'acteur de Schwarzenegger, c'est exactement pareil. Et il singe des fois même un petit peu Clint Eastwood dans certains trucs, et ça m'étonne pas qu'il soit inspiré de Dirty Harry pour Terminator ou même pour d'autres rôles, quoi. Alors donc on est en 1985, mais avant de parler de son prochain long métrage, Clint Eastwood il fait un petit détour du côté d'une société de production qui s'appelle Amblin, la société de production de Steven Spielberg, pour réaliser un épisode de la série Histoire fantastique que Spielberg a créé dans les années 80. Et donc c'est un épisode avec Harvey Keitel et sa femme Sondra Locke. Et donc c'est un épisode qui s'appelle Vanessa. C'est une histoire romantique autour d'un peintre qui perd sa femme dans un accident de fiacre et qui par la suite se découvre le pouvoir de ressusciter sa défunte femme en la dessinant à travers des nouvelles peintures. Et ce qui est un petit peu drôle, c'est que finalement cette histoire raconte un peintre qui voit sa femme comme un fantôme. Et donc, c'est exactement comme il voyait Sandra Locke à l'époque. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que c'est pas comme il voyait sa fiancée de l'époque, c'est-à-dire comme un fantôme? Non, mais ce qui est drôle, c'est que finalement, ce personnage de Sandra Locke, elle prend vie grâce aux peintures d'Harvey Keitel, grâce aux peintures de son mari. Peut-être une façon inconsciente pour Clint Eastwood de dire que Sandra Locke existe grâce à ses films. Je sais pas. Oui, il y a peut-être un côté comme ça aussi. Voilà. Et encore une fois, d'ailleurs, on remarque que Clint Eastwood, il va pas forcément, il va pas forcément aller frontalement directement dans le fantastique, et il va vouloir garder un petit peu un côté presque réaliste dans ce genre-là, et raconter une histoire d'amour sans véritablement d'effet de style, tu vois, ou même en termes d'univers de son court-métrage. Il va vraiment rester dans quelque chose de très réaliste. Et alors c'est drôle puisque finalement ce petit épisode-là, c'est la dernière collaboration de Clint Eastwood avec sa fiancée de l'époque, avec Sandra Locke. Oui, puisque Sudden Impact a été fait 2 ans avant. Ça a été fait 2 ans avant, et on a toujours dit que c'était la dernière collaboration avec Sandra Locke, mais en fait non. Il réalise ce petit segment dans la série Histoire fantastique. Mais je me souviens d'un beau segment quand même dans ce Histoire fantastique. C'était pas le meilleur. Non, ça fait pas partie des meilleurs épisodes. Non, c'est pas les meilleurs, mais je veux dire en termes de photos, c'était pas horrible, quoi. C'était plutôt bien tenu. Mais en tout cas, c'est la première collaboration entre Eastwood et Spielberg, entre Amblin et Malpaso finalement, puisque ils vont réitérer le truc avec Mémoire de nos pères et surtout Iwo Jima. Et surtout sur la route de Madison. Donc ça fait 3 films, plus le petit segment Histoire fantastique. Et vous allez voir, de toute façon, leurs carrières respectives vont s'entrecroiser sur des projets que l'un devait réaliser, l'autre devait juste jouer dedans, etc. Et finalement, ils se sont échangés les projets. Mais vous allez voir ça un petit peu plus tard. Et donc voilà, on est en 85. On passe à l'année suivante, en 1986, avec le nouveau long métrage de Clint Eastwood qui s'appelle Le Maître de Guerre. Voilà. Un titre qui lui va bien d'ailleurs. Maître de guerre. Le Maître de Guerre d'enfoiré de connard. Voilà. Non mais attends, est-ce qu'on peut dire que finalement dans Le Maître de Guerre, il n'incarne pas la façon, le personnage ultime du connard, quoi? Non mais. Oui, c'est même. C'est même, on pourrait dire, dans Le Maître de Guerre, c'est un peu la face sombre, très sombre, d'un Clint Eastwood qui n'existe pas vraiment dans la vie, mais mais on va dire que c'est un peu l'aspect sombre de sa personnalité, que là, il va pousser à fond les ballons. Mais ça lui ressemble pas vraiment dans la vie, il faut être juste quand même. Mais disons que c'est vraiment la part sombre tout en essayant quand même de surfer sur le côté sympa du personnage, si je peux appeler sympa. Avec ses punchlines dantesques, tu vois, avec tout ce truc-là. Ah non, mais Le Maître de Guerre, est-ce que c'est pas le film qui récolte le plus de punchlines de toute la filmo de Clint Eastwood, quoi? Je veux dire, c'est quand même un festival de punchlines. Clairement. Bah oui, parce qu'ils sont dans un cœur job, parce qu'il est dans un truc militaire. Mais là, il te balance de ces trucs en mode sergent instructeur.
mais encore mieux que les sergents instructeurs de base, quoi. Ça, c'est beaucoup plus fort, quoi. C'est ça. Et alors d'ailleurs, et ce qui est drôle, c'est que donc ce film il est sorti en 86, un an avant Full Metal Jacket, qui va finalement reprendre un petit peu certains thèmes, hein, puisque dans Full Metal Jacket, on suit un sergent instructeur qui va un peu tyranniser ses troupes pour les former, les faire devenir des Marines pour les former à la guerre et tout ça. Et finalement, dans les deux films, il y a quand même beaucoup de similitudes, même en termes de structure narrative, parce que dans le Maître de guerre, il y a environ 1 heure et demie où on se concentre vraiment sur la base militaire, sur la préparation des soldats, avant de les confronter à une situation de guerre, avant de mettre en application tout ce qu'ils ont appris avec le sergent instructeur, un petit peu comme Full Metal Jacket, où la première heure c'est dans le campement militaire, quoi. Ouais, alors à la différence près quand même, je trouve, si je reste un peu sur Full Metal Jacket, je digresse un peu là-dessus. Ouais. Le traitement des personnages et du rapport qu'il a avec ces jeunes recrues, il est quand même très différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez Kubrick un traitement archi réaliste. Justement lors de cette première heure avec le sergent instructeur qui leur en fait baver, c'est-à-dire que tu peux très bien imaginer que c'était comme ça dans les camps d'entraînement, vraiment, hein, t'as vraiment cette impression d'immersion totale avec le mec qui joue vraiment le sergent instructeur comme ça, alors que si tu veux chez Eastwood dans le Maître de guerre, on est plus dans un truc quand même marrant. Oui, tu vois ce que je veux dire, oui. dans des échanges finalement assez violents avec des punchlines vénères, mais tout ça reste, si tu veux, quand même, je trouve, assez bon enfant. Surtout si tu le compares avec Full Metal Jacket qui est d'une violence supérieure, où tu as vraiment l'impression d'être en enfer, quoi, pour le coup. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, Clint Eastwood, il pose un regard très humaniste sur le personnage qu'il interprète, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence, alors que le sergent instructeur de Kubrick, c'est juste une machine de guerre presque déshumanisée. Enfin, il est là justement pour déshumaniser ses troupes, alors que c'est tout l'inverse que fait Clint Eastwood. Il va justement humaniser tous les personnages. C'est exactement le but du film, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça va à l'inverse. Ouais. C'est d'humaniser ces militaires et de leur rendre et surtout ce qu'il va vouloir faire encore une fois, hein, Clint Eastwood dans le Maître de guerre, c'est de s'opposer à la hiérarchie, encore une fois, parce qu'il a je sais plus c'est quoi le grade, mais un général qui est au-dessus de lui, hein, et qui va lui mettre des bâtons dans les roues, qui va contester son autorité, qui va contester sa façon de faire, parce que bon, évidemment, hein, il va pas y aller avec le dos de la cuillère. Clint Eastwood, il va faire des entraînements à balles réelles, par exemple, mais donc il va toujours y avoir cette opposition entre l'individu qui veut accomplir quelque chose et la hiérarchie qui l'en empêche, l'institution, l'État, une organisation. Voilà. C'est encore la thématique qui sort du premier Dirty Harry, et qu'il remet encore là-dedans, il peut pas s'en empêcher. Il y a toujours cette rébellion face par rapport à une entité supérieure, à un truc d'État, à quelque chose qui le dépasse lui et qu'il ne supporte pas, quoi. C'est ça. Et donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand il préparait le scénario du Maître de guerre, il avait fait lire le script à l'armée américaine pour avoir leur soutien. Et l'armée américaine a trouvé que le rendu était trop cliché, trop caricatural. Enfin, en tout cas, que le personnage du sergent instructeur était trop vulgaire, trop stéréotypé, que ça renvoyait une trop mauvaise image pour que l'armée américaine valide le projet et s'investisse dedans et lui prête même des décors, etc. Donc ils ont dû réécrire le scénario pour avoir leur accord, leur aval, et édulcorer un petit peu certaines scènes. Mais j'ai envie de dire, à quoi pouvait bien ressembler la première version quand tu vois le résultat final, où là c'est quand même survénère, quoi, en termes de... Parce que effectivement c'est un festival de, comme on a dit, de punchline, mais de vulgarité. Enfin, c'est... Voilà, je vais t'enfoncer ton cigare dans ton trou de balle ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'en finit pas, quoi, hein. Ah, c'est incroyable. Et puis tu as toute cette altercation qu'il a avec Mario Van Peebles, qui à l'époque n'était pas vraiment connu, je crois qu'il n'était pas encore réalisateur. Et Mario Van Peebles, c'est le fils de Melvin Van Peebles, donc réalisateur phare de la Blaxploitation à l'époque, enfin aux États-Unis dans les années 70. Et il va s'en donner à cœur joie avec ce môme là qui est un peu, qui fait un peu le rebelle, mais le rebelle gentil, un peu concon, et qui va se confronter au maître de guerre Clint. Et ça rigole pas, quoi. Il y a pas vraiment de tendresse au départ, quoi. Oui, c'est clair. C'est ça qui l'intéresse aussi. C'est pas la génération de fragiles de maintenant. Oui, voilà.
Ah, alors, je vais vous mettre au pas, moi. Mais non, mais est-ce que c'est pas ça qu'il veut raconter aussi, Clint? C'est le fossé générationnel. Il veut opposer deux générations qui ne se comprennent pas, qui sont en décalage, mais tout en les amenant à se réconcilier, j'ai l'impression aussi. Tu vois, c'est pas juste je fais un film pour juger la jeune génération, les traiter de connards, d'imbéciles et de fragiles et tout ça, mais non mais ça, non mais il les traite de fragiles quand même. Oui, mais au passage, mais il y a un effort, oui, effectivement, de réconciliation entre deux générations qui se comprennent pas. Ouais. Voilà, une entente qui est possible. Et c'est ça aussi tout le paradoxe souvent de Clint Eastwood, c'est qu'on va au début comme ça être un petit peu choqué et puis le mettre dans une case en se disant ouais c'est quoi ce vieux réac et tout. Mais en vérité, quand tu creuses un peu, quand tu approfondis les choses, bah, tu t'aperçois qu'il y a toujours un regard humaniste dans son cinéma, dans ses films, à travers ses personnages. Mais ça passe quand même par un côté, je dis les choses, et un côté un peu réac aussi, hein, faut le dire. Oui. Mais qui ne finit pas de cette façon-là. Voilà. C'est un petit peu plus subtil que ça, quoi. Voilà. C'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, après, j'ai pas dit qu'il était alcoolo, tout ça, parce que voilà. Alors voilà, mais c'est pour ça que je parlais de la face sombre. C'est parce qu'en fait, Eastwood va pousser le personnage. Ça va aller même plus loin que Dirty Harry là. Parce que Dirty Harry, c'était pas un alcoolo, c'était pas un mec drogué, c'était pas un mec machin. Alors que là, il en fait quand même quelqu'un un peu qui a sombré dans l'alcool, qui va essayer de reconquérir, je crois, une ex et tout ça. Enfin bon. Oui. Et le truc, c'est qu'il va quand même pousser le personnage bien plus loin qu'un Dirty Harry. Hein. Mais oui, il y a un vrai développement de personnage. Il y a un vrai développement intéressant. Non, mais c'est ça, c'est que il le juge un petit peu aussi il juge un petit peu cet archétype de personnage militaire qui est resté coincé quelque part dans une ancienne guerre, quoi, tu vois, une ancienne guerre qui n'a pas forcément gagné. C'est aussi ça aussi qu'on voit dans le maître de guerre, c'est la rancœur d'un personnage qui essaye de faire, comment te dire, d'accomplir quelque chose qu'il n'a pas réussi dans le passé, en fait. Et il va essayer de le faire à travers ces jeunes recrues. Et c'est ce qui va aussi réussir vers la fin du film, quand la fin du film va se téléporter dans une vraie bataille sur l'île de Grenade, qui a vraiment eu lieu en 83, où il va emmener ses troupes pour combattre comment te dire, je crois qu'il y a c'est des Cubains qui ont voulu faire un coup d'État et tout ça sur l'île de Grenade. Bref, il va vouloir donc il va y avoir une sorte d'accomplissement, tu vois, à la fin de son histoire, et qui va quelque part soigner aussi ce personnage de sergent instructeur, et qui va le ramener vers la lumière, on va dire, tu vois, qui va le sortir de cette part sombre là qui nous est dépeinte pendant tout le film. Donc ouais, le maître de guerre, un putain de bon film, hein. Ah, c'est un film sur lequel il faut compter, hein, quand on aborde la filmographie de Clint Eastwood, quoi. C'est évident, c'est un film important, quoi. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars et qui en a rapporté 42 millions de dollars, donc ça a été un bon petit succès, ce film, Le Maître de Guerre. Et donc, 2 ans plus tard, on est en 1988, et là, Clint Eastwood, il va faire un film assez inattendu, mais pas tant que ça. Il va faire un biopic sur Charlie Parker, le saxophoniste légendaire Charlie Parker. Alors, inattendu parce que, c'est la première fois que Clint Eastwood il s'essaye au biopic, hein, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, au biopic musical. Oui. Mais c'est pas si inattendu parce que finalement, Clint Eastwood a toujours été un énorme fan de jazz. Et donc, c'était presque naturel. C'était presque, finalement attendu à ce qu'il fasse un biopic sur l'un des plus grands artistes de jazz de l'histoire américaine, Charlie Parker. Et donc, qu'est-ce que ça vaut ce film Parce que moi, je dis vite fait mon avis, parce que je l'ai vu qu'une seule fois le film, donc je l'ai pas bien en mémoire, mais je n'ai pas adoré, moi, Bird. J'ai trouvé que c'était un film assez long. Et même si je lui reconnais la volonté de ne pas faire un biopic musical classique dans la forme, dans la structure, j'ai l'impression que c'était un peu toujours là sur la même note, si je puis dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu cette volonté-là. Après, moi, je te rejoins sur Bird que c'est, pour moi, il y a peut-être 20-25 minutes de trop. Peut-être. Moi, pourtant, c'est un film que je défends. J'en avais même parlé dans ma vidéo dans le top 10 de Clint, où il me semble l'avoir mis, parce que c'est un film aussi majeur, parce que c'est la transposition de l'amour de Clint Eastwood pour le jazz, et notamment ce saxophoniste qui se faisait appeler Bird, enfin le surnom c'était Bird, et c'était Charlie Parker, et il avait envie justement de dépeindre cette atmosphère de club de jazz, d'hommes
complètement drogué, alcoolique, mais surdéfoncé, avec son mal-être au fond de lui, etc. Et donc c'est un biopic, c'est un biopic atypique. Et à l'époque c'était pas vraiment la mode des biopics en plus quand il fait Bird en 88. Ouais. Et c'est un film hyper intéressant. Bon, après, il y a quand même l'interprétation, si tu veux, de Forest Whitaker qui a gagné à Cannes le prix d'interprétation. Et c'est l'occasion, là, pour moi, pour Clint Eastwood, de montrer que c'est un véritable auteur, en fait. C'est-à-dire que avant, alors c'est pas qu'il n'était pas un auteur avant, parce qu'on l'a vu même dans la première partie de l'émission, mais là, il a envie encore de confirmer le fait que c'est pas juste un mec qui manie du flingue et c'est pas juste le maître de guerre en fait, voilà. C'est un auteur avec toute sa sensibilité, qui avec sa noirceur du monde, ça raconte tout ça, Bird, l'amitié qu'il a eue avec Dizzy Gillespie qui était aussi un autre musicien très connu, et en fait il a vraiment envie de montrer ça avec Bird, c'est-à-dire que ça va plus loin finalement que le biopic classique, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'en tant que tel c'est pas un des meilleurs biopics du cinéma, j'ai envie de te dire, mais c'est juste que c'est un biopic qui raconte une vision du monde, de comment Clint voit le monde, quoi. Et il le voit de façon très très noire, avec toujours filmé dans l'obscurité. Ouais. Avec ce personnage au bout du rouleau tout le temps, t'as toujours l'impression qu'il va mourir dans l'instant, en fait, Charlie Parker. C'est terrible, c'est un film, c'est peut-être un de ses films les plus dramatiques, quoi. Oui, c'est peut-être pour ça que moi j'ai été limite décontenancé quand je l'ai vu, parce que j'y ai vu vraiment, comme tu dis, ouais, il y a vraiment une structure atypique du biopic, parce que j'ai l'impression que c'est toujours noir. Du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est pas comme dans un truc traditionnel où on va raconter, on va dire, l'ascension d'un artiste, la réussite et ensuite la chute. Là j'ai l'impression que c'est une chute du début jusqu'à la fin, quoi. C'est vraiment comment un artiste sombre de plus en plus. Ouais, et d'ailleurs au début tu le vois, les premiers plans du film avant qu'il soit saxophoniste, ça dure à peine 2 minutes, quoi. Tu le vois, il est sur un espèce de mulet et il joue, il joue de la flûte, en fait. Il est petit, il fait de la flûte. Et il y aura que comme ça que tu le verras, c'est-à-dire que tu le verras petit en faisant de la flûte, mais sans gloire ou quoi que ce soit. Voilà, et puis ça passe tout de suite à une sorte de déchéance, en fait, dans Bird. C'est ça. Et ça va très vite. Et c'est ça qui l'intéresse, en fait, Clint. Il veut pas montrer l'ascension, je sais pas quoi, les paillettes, les trucs. Ouais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer toutes les merdes qu'il a avec sa femme. Il fait aussi parler là, Clint, son expérience de vie, très clairement. Les altercations qu'il va avoir avec sa femme, les désaccords. Il se raconte un peu, Clint Eastwood. On s'en rend pas compte à l'époque, mais en fait, il se raconte beaucoup, quoi. Il raconte beaucoup sa vie, en fait, là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le dévouement d'un artiste face à son art, au détriment peut-être de sa vie privée. C'est exactement ça. Et comment aussi ses ambitions artistiques peuvent te dévorer et peuvent te nuire et t'amener sur les chemins de la drogue, etc. Et peuvent t'atteindre, quoi. Ça aurait été un bide. Ça aurait été, ouais, le film a été sacré un bide. Ouais, sacré bide. Pourtant, il a été à Cannes. L'acteur Forest Whitaker gagne un prix, donc ça aurait pu porter le film, ça aurait pu, mais non, ça a été un bide. Le film, il a coûté 9 millions de dollars et il en a rapporté 2 millions. Mais quand même, il a fait 900 000 entrées en France, donc on va dire presque, c'est comme s'il avait fait presque 1 million de dollars. À peu près, quoi. Donc c'est pas naze, quand même, pour un film comme ça, qui est pas si évident d'accès, quoi. Qui est pas facile d'accès. Même très difficile. C'est pas si évident. Et puis surtout, il faut aimer le jazz, parce que là. T'as vraiment l'impression dans ce film de ressentir l'atmosphère du club de jazz enfumé, et ça pendant tout le film, en fait. C'est super impressionnant, la lumière, la façon dont il va filmer certains plans. T'as vraiment cette impression d'être tout le temps dans la fumée, en fait. Tout le temps dans les vapeurs d'alcool. Ça, je trouve qu'il l'a bien retranscrit, en fait. D'un point de vue formel, c'est d'un point de vue formel, je trouve que c'est un film magnifique. Oui, et puis ce qu'il disait aussi Eastwood, c'est qu'il a vraiment voulu faire un film où la musique a une place très importante, évidemment, de par le sujet, mais de laisser la musique exister et de la laisser durer vraiment pendant de longues scènes, quoi, pour que le spectateur s'imprègne de la puissance du jazz, quoi, en fait. Et donc voilà, donc là il y a vraiment une volonté de transmettre toute sa passion, tout son amour de cette musique-là. Donc ouais, Bide. Et là, Eastwood, j'ai envie de dire, il va commencer une période où il va un peu enchaîner les bides, finalement. Un peu, pas traverser du désert, mais pas loin quand même. Parce que,
Alors il va enchaîner. Il va faire la dernière cible. Alors c'est pas lui qui le réalise, mais il va jouer dedans. Et comme par hasard, c'est le Dirty Harry qui marche le moins bien. Avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey, ouais, si vous commence dans un rôle de rocker totalement défoncé. Et Liam Neeson. Et Liam Neeson. Et ça va être pas un four, mais disons que ça va pas très bien marcher. Ça va pas très bien marcher, c'est le moins bien considéré quand même des Dirty Harry, parce que des fois il frise un peu le ridicule. Ouais. Puis je trouve qu'il est un peu vieux pour le rôle là quand même, là pour le coup il commence à devenir un peu vieux. Même si on l'aime bien quand même parce que il sort encore de ses punchlines, mais juste hallucinantes. Il a pas perdu, si tu veux, de sa verve. Voilà. Non mais ça là-dessus c'est indéniable. Après c'est plus le scénar. Le scénar et même la mise en scène, je trouve qu'on frôle le téléfilm. On frôle le téléfilm. Pour l'avoir revu. C'est Buddy Van Horn, je crois qu'il l'a réalisé. C'est son pote. Ouais. Son pote qui a fait pas mal de couillonnades avec lui et qui vont pas marcher. Genre Pink Cadillac. Voilà. Pink Cadillac est pour moi le pire film avec lui. Ah ouais. Ah oui vraiment. Ah mais c'est le pire. Indigent, lui il joue mais comme une merde. Le scénario est tout pété. Je déteste ce film, mais vraiment c'est même pas un plaisir coupable là. C'est autant la dernière cible pour moi ça peut être un plaisir coupable, tu vois, je le mate avec plaisir, c'est très sympa. Mais Pink Cadillac j'y arrive pas. Ouais, je l'ai jamais vu. Donc je peux pas taper. Oui mais voilà, tout le monde m'a toujours dit que c'était un navet intergalactique. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a été faire là-dedans quoi. Ouais, donc voilà, donc c'est un petit peu la traversée du désert. Mais alors avant de parler de son film suivant, je voulais qu'on s'arrête sur un événement un petit peu majeur de sa vie privée à Clint Eastwood. C'est la petite parenthèse Galavoisie, on peut pas y couper. Mais en gros, c'est à peu près à cette époque-là qu'il va se séparer de l'actrice Sondra Locke. Qui va lui faire un procès, qui va lui réclamer des thunes, voilà. Et alors, pour la petite anecdote, Sondra Locke, en fait, moi j'ai toujours cru qu'il s'était marié avec elle, mais en fait non. Il ne s'est jamais marié avec elle parce qu'elle n'a jamais voulu divorcer de son ex-mari. En fait, elle est toujours restée mariée officiellement, même si elle s'est mise avec Clint Eastwood. Mais en tout cas, elle n'a jamais voulu divorcer. Mais malgré tout, elle va elle va lui réclamer de l'argent. Donc ça va donner suite à des procès, tout ça. Va lui demander 70 millions de dollars quand même. Voilà. Pas dégueulasse. Ce qui est c'est en ce sens qu'on disait justement qu'elle l'a un peu plumé, je crois, parce que je crois qu'elle a eu un peu compensation, si je ne me trompe pas. Elle a eu, oui, au final, il va y avoir un arrangement financier dont on ne connaît pas la mais à mon teneur. avis, voilà, bien. Et après, Sondra Locke se plaindra, notamment un peu plus tard, du comportement de Clint. Oui, je l'avais vu dans des interviews. Alors, je connais plus exactement la teneur exacte des trucs, mais je l'avais vu se plaindre effectivement comme quoi. Enfin, elle a écrit tout un bouquin à charge en fait contre lui, quoi. Et où elle raconte sa vie, mais elle raconte beaucoup sur Clint, quoi, du coup, et ça balance sévère, quoi. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je sais pas, mais voilà. C'est un bouquin qu'on peut trouver, là ? Je crois, ouais, ça a été édité. Bon, maintenant elle est décédée, Sondra Locke, mais je crois que c'est un bouquin qu'on peut trouver. Bon, enfin voilà, en tout cas, voilà pour la petite histoire. Voilà, donc là on arrive en 1990 avec un nouveau long métrage qui s'appelle Chasseur blanc, cœur noir. Un film particulier parce que... personne n'aime sauf moi. Voilà, non, il a ses défenseurs. Mais tu vas nous expliquer pourquoi c'est si bien ce film. Mais alors déjà, juste pour information, évidemment... ce projet de long métrage, c'est pas destiné à être un énorme succès. Et voilà, c'est pas destiné à être un énorme succès. Et en fait, la Warner va accepter de financer ce film à condition que Clint Eastwood réalise le film La Relève, qu'il fera juste après, qui est un film qui a un potentiel commercial beaucoup plus important, évidemment. Et donc voilà, c'est le deal qui passe avec la Warner. Là, on sent que c'est un projet très personnel, chasseur blanc, cœur noir. Il a envie quelque part, il a envie aussi de se raconter, même si Chasseur blanc, cœur noir, de quoi ça parle ? Si tu veux, je reviens sur la Warner avant de te dire de quoi ça parle, mais en gros, je peux comprendre la Warner, si tu veux, quand ils l'ont vu débouler avec Chasseur blanc, cœur noir, ils disent je veux absolument faire ça, qu'ils se sont dit ouais, bon, ok, mais par contre, tu nous fais la relève derrière parce que ton film là, on sent que ça va bien bider. Et ils se sont pas plantés parce que budget 24 millions de dollars. 24 millions et ça rapportait 2 millions. Merci. voilà le bide. Donc comme quoi, si tu veux, les producteurs de l'époque, ils étaient pas dingues quand même. Bon, ils savaient de quoi ils parlaient, quoi. Et effectivement, tout simplement parce que Chasseur blanc, cœur noir, alors j'en avais parlé dans ma vidéo top 10 Clint, mais oui, ça va être en fait l'histoire d'un réalisateur. En fait, en gros, ça va être l'histoire
de John Huston, Ouais. puisqu'il joue le rôle de John Huston qui va réaliser African Queen. Et en gros, donc il doit aller là-bas en Afrique et tout ça, et il devient complètement obsédé par le fait d'aller chasser l'éléphant. Et ça devient une obsession totale. Et le truc, c'est que tout le film va tourner autour de cette idée. C'est pas, comment te dire, Chasseur blanc, cœur noir, bah, une fois de plus, c'est un peu... pour comprendre ce film, je pense qu'il faut avoir vu toute la filmo de Clint Eastwood avant pour bien le piger. C'est un film pour moi qui lance un peu les prémices d'Impitoyable. Alors je parle pas sur le fond, mais plus sur la forme. Il va y avoir énormément pour moi de similitudes dans la réalisation, sur les décors, sur les plans larges, sur certains travelling, il va y avoir plein de trucs qui ressemblent un peu à Impitoyable. S'arrêter sur la nature. S'arrêter sur la nature, la contempler, etc. Et pourtant, il n'en est pas encore à exploiter ça comme il va l'exploiter dans Impitoyable. Mais ce qui est super intéressant dans Chasseur blanc, cœur noir, c'est toute l'obsession d'un artiste. Alors on reprend un peu ce qu'il avait amorcé dans Bird, mais on va plus loin. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette obsession du mec qui n'en fait qu'à sa tête. Et quelque part, c'est un peu aussi une critique de lui-même, hein. La volonté de tout contrôle, d'aller au bout de ses délires en faisant fi de tout ce qu'il y a autour. Il en a rien à faire, parce que c'est exactement ça. Et ça va être cette obsession-là. Alors, c'est pas, comment te dire, c'est pas prenant comme un autre réalisateur pourrait te le rendre totalement prenant et bien plus percutant et bien plus, comment dire, peut-être, bien plus prenant en termes de mise en scène. Mais disons que ça va parler de tout ça en fait, voilà, Chasseur blanc, cœur noir. Et c'est un très beau film. C'est un film sur l'Afrique également, qui va vraiment être presque des fois contemplatif aussi, hein. C'est un des seuls films d'ailleurs, je trouve, assez contemplatif de Clint, hein. Mais oui, il va tourner en Afrique, au Zimbabwe, dans des décors naturels. On va dire, c'est le côté Terrence Malick de Clint Eastwood, là, ce film, un petit peu. Un peu, et voilà, et je te dis, avec ce personnage complètement obsessionnel, c'est la première fois d'ailleurs qu'il va camper un personnage aussi emballé, aussi passionné d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et il n'est pas du tout dans ce truc toujours un peu revenu de tout, j'ai tout vu, j'ai tout connu, comme il fait souvent, hein, Clint Eastwood d'ailleurs. Ouais. Là, on est vraiment dans l'exact opposé, même si des fois il va envoyer valdinguer, il va envoyer chier, comme d'habitude, mais on est quand même là vraiment dans un mec qui a le feu au fond de lui, quoi. De réaliser son rêve et de faire absolument ce qu'il veut. Alors moi, dans mon souvenir, justement d'un point de vue mise en scène ou choix artistique, j'ai le souvenir d'un film assez pas froid, mais tu vois, il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de musique, il y a pas de, c'est très très sobre. Encore une fois, hein, de toute façon, on va dire, c'est presque la patte de Clint Eastwood de faire quelque chose dans le classicisme, mais pour un film qui ressemble à une sorte de film d'aventure quand même, ça reste un film très 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 froid, mais c'est clair, et c'est là très où dépouillé, quoi. Très dépouillé, et je te rejoins totalement sur ce que tu dis, et d'ailleurs c'est un peu trompeur, parce que l'affiche te le vend un petit peu différemment. L'affiche qui est très jolie d'ailleurs, qui est très très belle, hein. Oui, c'est vrai, super affiche. Chasseur blanc, cœur noir, machin. Enfin, tu sais, toi quand tu vois l'affiche, t'imagines plein de trucs, et t'imagines presque que même tu vas t'évader, tu vas t'évader, et t'imagines presque un film d'aventure derrière le film d'aventure, alors que ça va pas du tout être le cas. En fait, ça va être vraiment l'introspection d'un personnage. Oui, le caractère obsessionnel. C'est un caractère obsessionnel et qui te raconte une époque, un réal, etc. Ça va être que ça, quoi, en fait. Et c'est peut-être un peu trompeur, et c'est d'où peut-être aussi le bid qu'il a fait, hein. Je crois que c'est un des plus gros bids de Clint, hein, ah oui, 2 millions de dollars. Ah ouais. C'est un sacré bid. Mais bon, il va se rattraper pour la Warner l'année d'après, en 1991, en réalisant le film La Relève, qui est un film policier qui, on va dire... moi j'aime, mais que pas grand monde encore aime aussi. Ouais, c'est assez... c'est un film policier qui veut surfer un petit peu sur le buddy movie des années 80, style L'Arme Fatale et tout ça. Complètement. Et que voilà, c'est ça, hein, parce qu'on a deux personnages, deux flics, deux générations différentes, comme dans L'Arme Fatale, avec Clint qui joue évidemment le vieux briscard qui a tout vu et tout ça, et la fameuse relève qui est Charlie Sheen. Voilà, Charlie Sheen. Donc ça surfe un peu là-dessus. C'est un film policier qui lorgne un peu vers la comédie. Tu vois, il y a un ton assez léger, quoi. On n'est pas...
Enfin, c'est encore plus léger. Enfin, oui, on n'est pas du tout dans les Dirty Harry. Non, et c'est ce qu'on va reprocher les gens d'ailleurs. Hein. Ils vont lui dire t'as voulu surfer en même temps sur un aspect Dirty Harry, sur L'Arme Fatale, mais c'est plus cool que L'Arme Fatale. Alors que déjà, si tu veux L'Arme Fatale, il y a quand même le côté cool qui ressort de ces productions-là. Je veux dire. Mais par contre, L'Arme Fatale, ça va beaucoup plus loin. Je veux dire, c'est moins grand guignolesque que La Relève. Alors que La Relève, il va y aller un peu dans le grand guignol, un peu je m'en fous. Mais si tu veux, le problème de La Relève, c'est que t'as l'impression que Clint, là, il s'en fout un peu de faire ce film-là, que c'est presque un film de commande. Bah un peu. Hein. Voilà, alors que c'est quand même une production aussi Malpasso, et que il le fait histoire de le faire, parce qu'il a encore Chasseur blanc cœur noir dans la tête, hein, le mec. Faut pas se mentir. Mais alors c'est très drôle ce que tu dis, parce que justement, Clint Eastwood pendant le tournage de La Relève va carrément quitter le plateau pendant 5 jours pour aller voir Chasseur blanc cœur noir au Festival de Cannes pour soutenir son film, et ça va coûter $1,5 million à la production d'avoir quitté 5 jours de tournage. Mais lui, il en a rien à foutre. Mais oui, il s'en branle de cette relève, c'est-à-dire que lui, tu sens que, et on va le voir juste avec le film d'après, mais tu sens que ça y est, il a passé un cap. C'est fini là, Dirty Harry, c'est fini tout ça. Et que La Relève, finalement, c'est peut-être le film de trop. Et donc, c'est d'où, si tu veux, l'aspect presque auto-parodique dans La Relève de son personnage de Dirty Harry. Un peu, ouais. C'est ce qui ressort de La Relève. Moi, j'adore La Relève, hein, vraiment. Je le vois toujours avec plaisir. Mais parce qu'il y a quand même des super scènes d'action, faut pas déconner. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Non, il va quand même se faire plaisir. Oui, parce qu'il y a des, il y a des putains de scènes d'action. Il fait le taf quand même. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Il y a une scène d'action au tout début du film, une scène de poursuite sur l'autoroute. Franchement, qui est annonciatrice de Michael Bay, hein, presque. Hein. Non, mais de ce qu'on va voir dans les merde, comment ça s'appelle avec Will Smith. Oui, dans Bad Boys 2. Dans Bad Boys 2, voilà, avec la scène de l'autoroute où là, t'as carrément, donc dans le film de Clint Eastwood, un camion qui lâche des Ferrari sur l'autoroute et ça fait des accidents. Enfin bon, c'est assez impressionnant pour un film du début des années 90. Et puis pareil, tu sais, t'as une scène où il est avec Charlie Sheen dans la bagnole et puis tu sais, il fonce à travers un immeuble et puis ils sautent, ils font un saut, enfin bon bref c'est... Serait-on dans Fast and Furious 7 ? Non mais voilà quoi, c'est limite mieux que Fast and Furious. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Clint Eastwood, Charlie Sheen, The Rookie. Et pareil, t'as une course-poursuite en moto avec Charlie Sheen qui est sur la bécane dans les rues de Los Angeles comme ça, on dirait presque des scènes coupées de Terminator 2 je trouve, alors que ça a été réalisé un an avant ou un truc comme ça. Quasiment quoi. En même temps. Enfin, bon, ouais, quasiment en même temps, mais en tout cas voilà. Et puis, non, et ce qui est drôle aussi, c'est que c'est un film policier qui se termine dans un aéroport. Comme dans Hit, où à la fin du film, ça se termine dans un aéroport. Donc, quelque part, peut-être que Clint Eastwood, c'est lui qui donne le là au cinéma sur les films d'action. Et tu vois, tout le monde s'en inspire, peut-être. Même si c'est à travers des films moyens, peut-être que tout le monde s'en inspire. Ouais, même si La Relève, c'est quand même bien inspiré de L'Arme Fatale, quand même. Hein. Oui, bah voilà. Tu sens que les producteurs, ils ont dit tu veux pas nous faire un Arme Fatale, mais en mode un peu Dirty Harry quand même. On va changer, on va enlever Murtaugh et Mel Gibson, et vas-y, on met ça. Et mais justement, c'est là où ça marche pas, parce que moi je trouve qu'il y a une erreur de casting avec Charlie Sheen. Toi, tu l'aimes pas ? Non, moi je le trouve assez transparent, Charlie Sheen. Oui. Il est censé être La Relève, mais... Il est censé être La Relève, mais franchement, il a pas le charisme, il a pas la cool attitude d'un Mel Gibson ou le côté âpre d'un Mel Gibson. Et je le trouve assez anecdotique, quoi, hein, Charlie Sheen. De toute façon, à la base, bon, c'est pas non plus un grand acteur, hein, Charlie Sheen. Hein. Moi, je l'avais adoré dans Wall Street. Qui était excellent, ou dans les Hot Shots, il n'y a aucun problème, il me fait mourir de rire, mais là je trouve qu'il y a un vrai décalage, hein. C'est-à-dire que Clint Eastwood, on l'a dit, c'est pas non plus le plus grand des acteurs, mais sa grande force c'était aussi d'aller chercher des grands acteurs pour leur donner des excellents rôles, et c'est ce qui permettait aussi au film d'être excellent, quoi. Alors que là, en se reposant sur Charlie Sheen, ça coince un peu, je trouve. Ouais, Charlie Sheen, il a été meilleur quand même dans d'autres films, mais là, face à un Clint, c'est quand même compliqué. Mais le film va quand même marcher. Ouais, le film va marcher. Parce que c'est comme les youtubeurs, dès que tu mets ta tête sur l'affiche, ça marche mieux que quand tu mets Bird, quoi. Tu mets pas ta tête. Non, je déconne. Non, mais voilà. Bah oui, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'un peu vrai. D'un peu vrai là-dedans. Non, mais 10 millions de budget et... Ouais. Et il a rapporté 21 millions. Donc, bon, c'est pas non plus un succès absolu, mais c'est pas un bide. Il rentre dans ses frais. Voilà, la Warner rentre dans ses frais.
Et il va faire l'année d'après. Ce qui est considéré comme peut-être son plus grand film, son chef-d'œuvre absolu, celui qui aura mis tout le monde d'accord, Impitoyable. Impitoyable, et là c'est invraisemblable. Pourquoi ? Parce que enfin pour moi là, à cette époque-là, il fait enfin ce qu'il a envie de faire, Clint. C'est-à-dire que là, il obéit plus à des impératifs commerciaux, il obéit plus à tout ça, et il fait ce film improbable qui s'appelle Impitoyable, et que je ne comprends encore même pas maintenant comment les mecs de la Warner, ils n'ont pas pu flipper à l'annonce de ce projet, vu la teneur du projet et vu ce qu'il allait en faire en fait de ce western là. Ça m'étonnera toujours. Mais c'est encore un truc, une énigme. Alors, ils ont bien fait de faire confiance à Malpasso et à Clint, parce que ça lui aura valu des Oscars. Le film va très très bien marcher. Donc c'est un budget d'environ 14 millions de dollars. Mais il va en rapporter 100 millions juste aux États-Unis. 100 millions de dollars juste aux États-Unis. Donc c'est énorme. C'est l'un des plus gros succès de Clint Eastwood. Voilà. Impitoyable. Voilà. Et pourtant, effectivement, comme tu as dit, c'est une approche du western vachement plus dépressive et crépusculaire que tout ce qu'on avait pu voir avant. Ah, mais qu'on n'avait jamais vu avant, presque, si j'ose dire. On avait vu le brouillon de ça un petit peu, je l'appelle brouillon, mais c'est pas, c'est pas méchant, avec Pale Rider pour moi. On commençait à entrepercevoir ce truc-là, mais pas tout à fait. Et là, il va au bout, et il crée, pour moi, un nouveau style de western, parce que après Impitoyable, pour moi, ils vont quasiment tous le pomper, quoi. Oui, c'est vrai. Quand ils vont tous faire les westerns après, qui sont bien, hein. Je dis pas, il y a des westerns très bien, mais ils vont tous pomper le style Impitoyable. Alors ça, c'est indéniable. Le style, comment dire, le western crépusculaire, tu sais, du héros, la rédemption, le héros fatigué, la remise en question, parce que c'est ça Impitoyable. Et ils vont tous pomper ce style-là, mais ils vont pas tous réussir, d'ailleurs. Mais ça réussit à Clint Eastwood parce qu'il en est là. Au moment de sa vie, à ce moment-là, quoi. Il a envie de mettre un terme, justement. Il n'en a pas fini avec le western, en fait, à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en vérité, ça ne l'a jamais quitté, mais il a envie d'y mettre un terme, là. D'y mettre un terme, d'y mettre un point final. Et il le savait quand il fait Impitoyable que ça allait être son dernier western. Oui. On est d'accord, il le savait. Ah oui. Pour moi, c'est évident. Parce que, alors, juste pour info, le scénario, ça faisait des années qu'il était écrit, qu'il traînait de studio en studio, etc. Et c'est un scénario qui a été écrit par David Webb Peoples, qui est le co-scénariste de Blade Runner, de Ridley Scott. C'est pas n'importe qui. C'est aussi le scénariste de L'Armée des 12 singes, de Terry Gilliam. Donc bon, le mec sait écrire des films, voilà. Et donc, c'est un film qui est allé de main en main, de réalisateur en réalisateur. Et Clint Eastwood, il s'est emparé de ce film-là parce qu'il y a vu effectivement une sorte de western définitif. Parce que c'est vrai que dans Impitoyable, tu sens qu'il y a 40 ans de western digéré en fait, et qui reprend beaucoup de thématiques qui ont été abordées dans le western. Alors que ça soit sur le fond ou sur la forme, mais on sent vraiment une dimension, John Ford déjà beaucoup dans Impitoyable, la prisonnière du désert, etc. Mais je trouve qu'il va même aller encore plus loin en fait. Même du Howard Hawks. C'est ça qui est ouf, quoi. Avec Howard Hawks et tout, il va mélanger tout ça, mais il va mélanger ça. Mais putain, ça ressemble même pas. Enfin, tu vois, je trouve que ça ressemble même pas à ces films-là. Enfin, si tu veux, il y a une inspiration. Bien sûr, indéniable, mais je veux dire, il en fait carrément son truc, il se l'approprie. C'est pas un film testamentaire, mais c'est un film qui lui ressemble, là vraiment pour le coup. Et c'est le film, peut-être, si ça avait été un film Clint Eastwood, pour moi, ça aurait été Impitoyable quelque part. Bien plus que Bird, bien plus que tous les grands films qu'il a fait. Peut-être que ça aurait été Impitoyable. C'est vraiment lui. Je veux dire, un autre réal fait le même film, ça donnera pas la même chose, il y aura pas la même tonalité, il y aura pas la même, tu vois, enfin, il y aura pas le même rendu en fait, comme ça, triste, mélancolique. Non, il y a que lui qui pouvait le faire. C'était son truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Et encore une fois, il y a une économie de moyens, même en termes de, comme je disais, sur l'emphase, sur la musique, tu vois. Alors c'est lui qui compose la musique. Non, c'est pas lui qui compose la musique, pardon. Non, c'est Lenny Hoss. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est quelque chose de très discret, très doux. C'est limite la pudeur des sentiments, tu vois. Et c'est ça qui est touchant et qui contraste
énormément avec la noirceur du propos, la noirceur du film. C'est un film énormément contrasté en fait, sur la forme impitoyable. Effectivement par la noirceur, par même le côté sombre de certaines scènes et cette douceur de l'utilisation de la musique ou même la douceur des images à travers ces paysages américains du Far West. Voilà, il y a quelque chose de très contrasté qui est fabuleux. Yes, et alors ça va être aussi impitoyable l'occasion de régler ses comptes un peu avec tout ce qu'on lui a foutu sur la gueule par rapport au féminisme. Impitoyable, parce que oui. Ça va parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, William Munny, c'est un mec qui va aller vouloir venger, en gros, une des prostituées qui se fait taillader par un client. Mais d'une violence rare au départ, et tout va être basé là-dessus. Et en fait, ce film, pour moi, ça a toujours été une occasion pour Clint Eastwood, justement, de régler les comptes par rapport à ça et de dire, regardez, en fait, arrêtez de me cataloguer misogyne ou je sais pas quoi, parce qu'en vérité, moi, mon personnage, et peut-être ce qu'il est un peu dans la vie, bah, c'est ça, quoi. C'est justement le fait de prendre soin des femmes, de les prendre en considération également. Et Impitoyable, ça parle de ça. Ça parle beaucoup de ça, en fait. Et en plus de tout le côté rédemption, etc. Voilà. Oui, et ça rejoint encore une fois, toujours cette même thématique de l'individu, du héros solitaire, un petit peu, qui va comment te dire, s'opposer à une figure d'autorité avec le personnage du shérif de Gene Hackman, qui est encore une fois la figure du pouvoir corrompu et qui ne rend pas justice. Et c'est pour ça la seule justice peut être rendue par l'individu solitaire, le héros solitaire, même s'il va faire équipe avec Morgan Freeman et un jeune cow-boy, mais c'est quand même au final, en définitive, lui qui va véritablement rendre justice à la toute fin du film. Et c'est ça aussi que j'adore. Alors d'ailleurs, c'est drôle parce que finalement Impitoyable, donc c'est sorti en 92, et l'année d'après, il y a un film qui va un petit peu parler du même sujet, quoi, ce qui est L'Impasse de Brian De Palma, avec un personnage qui cherche une rédemption, mais qui va malgré tout, qui va être ramené de force à ce qu'il était avant et à son passé de bandit, voilà, et devoir reprendre du service, quoi, en fait. Et donc c'est drôle, quoi. Non, mais comme quoi des fois il y a certains sujets similaires qui se concordent exactement au même moment. Comme si c'était vraiment les sujets d'une époque, je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement avec l'Impasse. Mais ça va pas du tout être traité évidemment de la même manière, quoi. Et c'est ça que. Alors moi ce que j'adore, dans Impitoyable, c'est vraiment le parcours du personnage qui cherche à se racheter effectivement par rapport à son passé de criminel. Qui était un tueur d'enfants, tueur de femmes, enfin bon. Le mec, il était. Ah ouais, non, qui est. Il a toutes les tares de la terre, le mec. C'est ça. Et donc on sent un homme presque en fin de vie, un peu brisé, un peu voilà, mais qui veut quand même dans un dernier souffle se racheter. Et donc là, Impitoyable, c'est le premier western de Clint Eastwood où il va un petit peu écorcher la figure magnifique du héros solitaire dont on ne sait rien, dont on ne connaît pas le passé. Là, il va lui inventer un passé sombre. Il va développer vraiment beaucoup plus la psychologie du personnage. Et c'est ça aussi et c'est ça qui en fait un western totalement à part dans sa filmographie. C'est vraiment tout l'arc narratif du personnage qui va vraiment à la toute fin du film réincarner cette figure de l'ange exterminateur, de l'ange de la mort, qui vient rétablir justice. Ouais, il n'oublie pas quand même cette figure, parce qu'il aime cette figure, il va pas la lâcher. Je veux dire, même si le film est totalement différent de ce qu'il a fait avant, il y a quand même toujours cette figure de l'ange exterminateur, etc. Parce qu'il aime, c'est ce qu'il aime aussi, quoi. Mais voilà, dans Impitoyable, tu penses tout de suite à ces plans magnifiques. T'as tellement cette immersion dans un western, très authentique, quoi. Très authentique. On a vraiment l'impression qu'il a pris une voiture, une machine à voyager dans le temps, qui s'est mis en 1800 et quelques, et qu'il a filmé, quoi. C'est juste hallucinant, les décors, tout. Et puis encore une fois, sans esbrouf, sans artifice de mise en scène, sans effet de style ostentatoire, mais juste quelque chose de pur, d'authentique, et c'est vraiment ça, la patte Clint Eastwood. Et donc il va gagner aux Oscars quand même meilleur film, meilleur réal
Première fois de sa vie. Première fois de sa vie, hein. Alors il avait été nominé, je crois qu'il avait été nominé pour plusieurs films. Pour plusieurs. Seabird, ça n'avait pas été nominé, tout ça. Et il a jamais rien eu. Et là, c'est la première fois. Il a même été nominé meilleur acteur, mais il ne gagnera pas pour ce film puisque c'est Al Pacino qui le gagnera pour Le Temps d'un week-end. C'était bien plus mérité. Ce qui était quand même mérité. Ah bah oui, surtout pour Le Temps d'un week-end. Hein. Mais c'est vrai que oui, dans Impitoyable, Clint Eastwood, il va se filmer sous des mauvaises postures ou en se montrant en train de tomber à cheval, etc. Ouais. Il va briser cette figure, quoi. Voilà, il va un peu salir ça, un peu salir son image, quoi, et assumer totalement son vieillage, on va dire. Alors il y en a qui vont dire que c'est le chef-d'œuvre de Clint, le meilleur Clint et tout ça. Pas pour moi. Enfin. Pas pour moi non plus. Non, enfin, que ce soit un chef-d'œuvre, oui. Mais c'est pas le meilleur pour moi encore. Parce qu'il va venir le meilleur bientôt. Ouais. Ah, il va venir. D'ailleurs, on n'aura pas le même. Hein. Mais on n'aura pas le même. Mais bon, ça c'est la sensibilité de chacun. Voilà. Donc, on est un an plus tard, en 1993, pour un nouveau film qui s'appelle Un monde parfait. Alors, au départ, c'était un script, Un monde parfait, qui était réservé à Steven Spielberg, mais comme il était trop occupé à ce moment-là, il a passé son tour, et évidemment, il était sacrément occupé puisqu'il était en plein milieu de Jurassic Park et de la liste de Schindler. Donc, bon, voilà. Et du coup, il va atterrir entre les mains de Clint Eastwood, mais qui, lui, au départ, Eastwood devait juste jouer dedans. Il ne devait pas le réaliser, ça devait être un autre réalisateur. Il devait y avoir Kevin Costner, mais voilà, ça devait être réalisé par je sais plus qui. Bref, et au final, il va s'en emparer et le réaliser lui-même. Malheureusement, il va y avoir des petites tensions sur le tournage avec Kevin Costner parce que là, il va y avoir deux méthodes de travail qui vont un petit peu s'opposer, puisque Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui travaille assez vite. Il finit d'ailleurs souvent en avance ses tournages. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui fait pas énormément de prises. Voilà, il fait pas 40 prises, il fait pas du David Fincher. Alors que Kevin Costner, il est beaucoup plus, on va dire qu'il est plus peut-être tatillon sur les prises, tout ça. Il veut faire beaucoup plus de prises. On va dire il est peut-être un peu plus perfectionniste, ce qui n'enlève en rien, évidemment, au talent de Clint Eastwood. Mais en tout cas, Eastwood, lui, c'est pas l'homme de 100 prises, quoi. Tu vois ? Pas Kubrick. Voilà, c'est pas Kubrick ou c'est pas Fincher, etc. Et donc, il va y avoir une petite mésentente à un moment donné du film, si bien que Kevin Costner, il va même à un moment donné carrément s'absenter, disparaître du plateau. Mais lui, Clint, en a rien à foutre. Il prendra la doublure de Kevin Costner et tournera des plans sans Kevin Costner. Et là, ça va un peu le faire vriller, Kevin Costner, et il va vite revenir dardard sur le plateau pour tourner ses scènes avant que Clint le dégage. Rien à foutre, je prends une doublure. Rien à foutre, je te filmerai de dos. Voilà, on dira pas ta gueule. Et donc voilà, Un monde parfait. Alors, évidemment, j'adore Un monde parfait, c'est juste le film d'après. Alors, on peut pas s'attendre à la fulgurance, évidemment, d'Impitoyable, mais on sent que là, Clint, il est passé dans une autre sphère, là, depuis Impitoyable, et que il va pas revenir de cette sphère. C'est-à-dire que il est dans un élan où il va faire bon film sur bon film, il va tous les aligner, quoi. Ça va être rare, il va y avoir des petites incursions dans des petits films un peu oubliables. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va être sur des films très sérieux, hyper bien maîtrisés. Et je voudrais juste revenir quand même sur John Lee Hancock, le scénariste d'Un monde parfait. Oui. Et que j'adore. Alors lui, vraiment, c'est un mec, tout le monde s'en fout. Personne n'en parle, mais il fait à chaque fois, je trouve, des super films. Notamment, il a réalisé un film que j'adore et que c'est toi qui m'avais dit d'ailleurs de le regarder et j'ai pas regretté. Le film sur celui qui invente le McDo avec Michael Keaton. Oui, le fondateur. Le fondateur, ouais. Film que j'adore, tu vois. Et alors c'est un mec, John Lee Hancock, qui est toujours fasciné comme ça par ces espèces de parcours de personnages un peu fou comme ça. Et c'est vrai qu'Un monde parfait, ça va être un peu différent, si ce n'est que on retrouve la marque de fabrique de John Lee Hancock dans le sens où c'est toujours cette Amérique rurale des années 50-60, oui, c'est vrai. Qu'il a fait dans son dernier film Netflix qui s'appelle Highwaymen, je crois, avec Kevin Costner d'ailleurs, oui. Et Woody Harrelson, qu'on voit également dans Le Fondateur, c'est-à-dire cette espèce d'Amérique des années 50 rurale et tout ça. Et Un monde parfait, ça va être que ça, quoi. Ouais. Ça va être vraiment un road movie
dans cet univers-là, dans ce trip-là et tout ça. Oui, et d'ailleurs, ça correspond totalement à l'univers de Clint Eastwood, qui lui aussi a énormément de tendresse pour justement cette ruralité américaine, voilà, parler des paysans, parler de toute cette Amérique des oubliés finalement. C'est exactement. Et donc un monde parfait, comme tu l'as dit, un road movie, une traque en fait, une traque policière autour d'un fugitif qui est incarné par Kevin Costner, qui prend en otage un enfant. Et on va suivre cette histoire, cette relation entre un criminel et un enfant, et poursuivi donc par Clint Eastwood, le flic, le policier. Ouais. Et avec Laura Dern, qui va incarner un peu la figure de la femme un peu empêcheuse de tourner en rond. Mais le truc, c'est qu'avec un Clint Eastwood un petit peu, pour le coup, un petit peu macho, quoi, où il va vraiment encore jouer de ce truc-là, quoi. Oui, et puis ce film, ça montre aussi encore une fois que Clint Eastwood, quand il se met en scène, il ne se donne pas forcément le meilleur rôle, tu vois. Ah non, pas du tout. Tu vois, c'est parce que peut-être que quelque part il a conscience que ce n'est pas l'un des plus grands acteurs. Voilà, c'est pas Robert De Niro ou c'est pas Al Pacino ou Marlon Brando. Et donc il va plus mettre en avant d'autres, ses costards, quoi. Enfin, tu vois, c'est les autres acteurs qui partagent l'affiche avec lui. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans les films de Eastwood, il n'y a jamais de scène où Eastwood il a de grands monologues comme ça, tu sais, de scènes ultra, enfin tu vois, où l'acteur comme ça il prend une place énorme dans la scène, où il montre tout son talent dramatique, etc. Enfin c'est plutôt rare, et c'est plutôt les autres acteurs de ces films qui arrivent très très bien à mettre en lumière, quoi. Ça va être une histoire, comment dire, un monde parfait, archi tragique en fait. On va vraiment avoir, il arrive à nous donner de l'empathie quand même pour ce personnage qu'interprète Kevin Costner, qui est quand même pas fortement recommandable, faut quand même le dire, et il arrive à en faire clairement le héros de son film, jusqu'à cette espèce de fin hyper mise en scène, quoi, hyper dramatique, dans cette espèce de finale assez émouvant d'ailleurs, hyper beau. Encore une fois, il y a de la poésie, voilà. Tu vois, alors là où il n'y en avait pas forcément dans ses premiers films. Non. Et c'est vrai que depuis Impitoyable, là il va s'attarder sur la nature, sur un environnement pour créer une atmosphère un peu particulière, et jouer un petit peu plus avec un esthétisme qu'il n'y avait pas forcément dans ses anciens films. Complètement. Et donc, Un monde parfait, c'est un film qui va marchouiller, mais sans plus, parce qu'il va quand même coûter 30 millions de dollars. Donc un gros budget quand même pour Clint Eastwood. Ouais. Bien plus que même Impitoyable. Plus qu'Impitoyable, c'est le double. Et il va rapporter que 30 millions de dollars aux États-Unis. Après, dans le reste du monde, il va en gagner 100 millions. Donc voilà, ça va pas être un bide, évidemment, ça va être un petit succès quand même, mais pas non plus à la hauteur de Impitoyable, quoi, tu vois. Et donc l'année d'après, en 94, juste comme ça pour information, il est le président du Festival de Cannes, et c'est lui qui va remettre la Palme d'Or à Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Et c'est ça que je vois que tu fais une tête. Ce qui aurait été la plus belle connerie de sa vie. Mais non, ça va pas. Non, mais cela dit, nous à l'époque, quand on l'avait vu, moi à l'époque j'adorais Tarantino, donc il n'y a pas de problème. Au contraire, pour nous, Clint, là c'était le héros. C'est-à-dire le héros qui avait réussi, si tu veux, à donner une palme d'or. Un film américain. Un film américain. Non, mais un film comme Pulp Fiction, quoi. Ouais. De Tarantino, nous à l'époque, on adorait, on était ados, on était machin, on kiffait. Et enfin, tu sens quand même le patriote, c'est-à-dire c'est l'américain qui récompense un autre américain. Ouais, mais disons alors que que ça sortait quand même. Oui, non, bien sûr, mais ça sortait quand même de ce que faisait Clint. Enfin, tu vois, Tarantino, c'est clairement pas Clint Eastwood, quoi. Et le truc, c'est que là, on avait vraiment, on l'avait vécu comme la justice, là pour le coup. C'était une fois plus Clint, le justicier, qui au lieu de nous emmerder avec les films de Cannes relous, oui, que personne ne va voir. Là, waouh, putain, Tarantino. Et on était doublement heureux parce que nous, on connaissait déjà. Ouais. Nous, on avait vu Reservoir Dogs. Voilà, c'est pas comme les gens qui aiment Tarantino mais qui n'ont pas vu encore Reservoir Dogs. Ouais. Et donc, on était super heureux. Mais maintenant, non. Non, et puis en plus, il s'est pas gouré, il s'est pas trompé, parce que Pulp Fiction, ça a été un succès absolument, enfin un vrai succès, quoi, auprès du public, de la critique et tout. Donc, c'était pas du vol, quoi. Il s'est pas gouré.
Et donc, eh bien, un an plus tard, en 1995, Clint Eastwood va réaliser ce que je considère, moi, personnellement, son meilleur film. Enfin, en tout cas, le film que j'ai... pour moi, c'est le film que je préfère le plus de lui. Et pourtant, c'est peut-être un des films qui s'éloigne le plus de ce qu'il fait d'habitude, puisque là, il va réaliser un film d'amour, un film romantique, avec Sur la route de Madison. Et voilà, moi, c'est un film qui me bouleverse, que je trouve d'une justesse absolue en termes de jeu, en termes de mise en scène, en termes de thématique, de scénario. C'est intelligent, c'est mature. Et pour la petite anecdote, c'est un film qui n'était pas du tout prévu pour Clint Eastwood. Encore une fois, c'est un film qui était prévu pour Steven Spielberg, puisque c'était la société Amblin de Spielberg qui avait acheté les droits du bouquin. Mais qui produit toujours en coproduction avec Malpasso quand même. Hein. Absolument, oui. C'est encore une fois collaboration Spielberg-Clint Eastwood, un petit peu comme ça dans l'ombre, hein, personne ne sait trop, tu vois, c'est un petit peu caché. Enfin, c'est pas caché, mais c'est pas forcément affiché. Steven Spielberg présente un film de Clint Eastwood, tu vois. C'est un petit peu le truc, c'est discret, quoi. Le truc, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu des projets échangés quand même, parce qu'il y a eu ça avec Clint Eastwood, il y a eu Scorsese et Spielberg qui se sont échangés des projets, puisque c'était Spielberg qui devait réaliser Les Nerfs à vif et Scorsese la liste de Schindler. Et donc là, une fois de plus, ça fait partie de ces fameux projets échangés, mais entre mains de maître, entre que ça des va. grands réals, si tu veux. C'est pas genre, voilà quoi. Mais alors et sur la route de Madison, si tu veux, il y a la particularité de ce film, c'est que ça raconte une histoire d'amour de gens d'âge mûr, en fait, de quinquagénaires. Et ça, c'est vraiment la particularité de Sur la route de Madison. C'est pas si fréquent, quoi. Généralement, les films d'amour, voilà, c'est autour de trentenaires, allez, 40 ans. Mais là, on a des personnes vraiment d'âge mûr, et c'est ça qui en fait un film assez singulier, je trouve, dans le paysage des films romantiques, des films d'amour ou des comédies romantiques. C'est vraiment cette approche-là. Alors après, tu vas me dire, oui, mais il y a Michael Haneke qui a fait Amour avec des septuagénaires. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de romantisme Je sais pas, voilà, c'est comme le romantisme façon Haneke. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. Même si le film s'appelle Amour, ça ressemble plus à la mort. Voilà, le film d'Haneke. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, pour revenir sur ça, voilà pourquoi j'adore Sur la route de Madison. Moi, voilà, ça me fait pleurer, ça me fait chialer. La musique, je la trouve magnifique, même si elle est utilisée par parcimonie, de façon discrète. Et là, justement, toute la mise en scène de Eastwood, discrète, à limite pudique, tu vois, à pas faire d'emphase, pas en faire des caisses, des kilos, pas de sortir les violons là où on pourrait se laisser aller à faire ça dans des films romantiques. Eh ben, il reste discret, il fait quelque chose de purement authentique, et encore une fois, ça rejoint une thématique qu'on avait déjà vue dans Breezy, Sur la route de Madison, parce que ce qui intéresse Clint Eastwood dans cette histoire d'amour, c'est aussi le regard de la société, le regard des autres, le jugement des autres sur une liaison amoureuse qui sort un peu des clous et qui n'est pas acceptée par la morale d'une époque, à savoir un adultère, quoi. Parce que, et qui se passe en plus dans les années 50. 50. Voilà, donc c'était... Il a choisi bien exprès le contexte, la bonne période. Absolument, voilà. Et c'est vraiment ça qui l'intéresse, c'est d'opposer une histoire d'amour pure avec le jugement moral d'une société, et donc voilà. Alors lui, je le trouve excellent. Il joue de façon très sobre, mais ça le rend terriblement attachant, je trouve. Là, il sort complet. Alors là, on a presque jamais vu Clint Eastwood jouer comme ça. Ah bah pour moi, il se met, même clairement, disons-le, il se met à nu, quoi. Ouais. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment là, comme tu dis, non seulement on l'avait jamais vu comme ça, mais là, pour le coup, j'ai l'impression qui fait presque une composition, c'est-à-dire que on le voit plus, quoi, on le voit plus lui, on voit vraiment le personnage, je crois Robert Kincaid il s'appelle, le photographe, et on le voit lui, quoi. Enfin, on voit ce personnage de photographe qui a fait la terre entière, qui a photographié partout, qui fait rêver effectivement, qui fait rêver cette femme, notamment ça l'a fait évader un peu de son quotidien dans sa petite bourgade, et c'est vrai que là il est exceptionnel, Clint, là. Il se dévoile mais totalement, quoi. Il met tous ses sentiments
il les montre, il est il montre, sensible. voilà, toute sa sensibilité. Et donc en face de lui, on a l'une des meilleures actrices d'Hollywood, hein, avec Meryl Streep qui est excellente. Alors d'ailleurs sur le tournage, elle était un petit peu, comment te dire, elle était un petit peu perturbée parce que Clint Eastwood lui donnait pas forcément d'indication de jeu et il lui disait sois naturel, sois toi-même. Sois toi, quoi. Et du coup, elle savait pas trop si ce qu'elle faisait c'était bien, ça lui plaisait et tout. Et à un moment donné, plutôt vers la fin du tournage, il est allé la voir en lui disant tu sais, si je ne dis rien, c'est que ça me va. Donc si je t'ai pris, c'est parce que je te fais confiance et que voilà. Donc bon, en même temps, ça c'est du pur Clint, ça. Ouais, non, mais c'est voilà. du Clint, ça, voilà. Il y a pas besoin d'en faire des caisses non plus. Dans la direction, alors attends, fais comme ci, fais comme ça, et là il faut que tu te mettes comme ça. Non, lui c'est sois toi, quoi. C'est ça. S'il l'a prise, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, et c'est pour ça, et d'ailleurs ça transpire le réalisme dans le film, ça transpire l'authenticité, cette approche-là, parce que tu sens quelque chose de très naturel, de presque spontané dans le jeu d'acteur de ces deux personnages, et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. C'est magnifique. Bah, disons que c'est un des plus beaux films d'amour de tous les temps. Il y en a qui vont dire évidemment Titanic et tout ça, mais ça se situe sur un plan différent, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment c'est moins grandiloquent et c'est beaucoup plus authentique, effectivement. Et puis surtout, comme tu as dit, c'est l'histoire d'amour de boomers. Ouais, non mais de personnes. Pour une fois, les boomers ont leur histoire d'amour. Bon, voilà, faut le dire. Ouais, mais c'est ça qui rend la chose hyper touchante, quoi. C'est vraiment ces personnages d'âge mûr qui peuvent encore avoir une histoire d'amour comme à leur première jeunesse, quoi. C'est ça qui est terriblement touchant dans ce film. Et il y a encore aussi dans ce film une thématique chère à Eastwood, c'est l'opposition entre la vieille génération et la jeune génération, puisque les enfants de Meryl Streep découvrent que leur mère a eu une liaison extra-conjugale, a commis un adultère, et ils vont la juger là-dessus, ils vont porter un jugement sur leur mère, voilà, en disant que c'était une salope, mais bon voilà, presque hein, quand même. Si, quand même, ouais, il y a un gros jugement. Un gros jugement bien dur, quoi. Et là, eh bien, ils vont être confrontés, cette jeune génération vont être confrontés à la complexité de la vie finalement, qui ne présente pas les choses de façon binaire, qui ne les montre pas de façon noire et blanche, le bien, le mal. Et à travers la lettre que Meryl Streep va leur laisser, en leur racontant tout le contexte en fait, tout ce qu'elle a éprouvé, tous ses sentiments. Il manque le contexte, il manque tout ça. Voilà, et là ils vont changer d'avis, là ils vont évoluer, et c'est aussi ça la grande leçon de Sur la route de Madison, c'est attention avant de juger, attention avant d'avoir des jugements à l'emporte-pièce, et essayons d'approfondir les choses, d'avoir le contexte, etc., pour comprendre l'être humain en fait. Même s'il a des failles, même s'il fait des conneries, eh bien... voilà, l'être humain est un être vivant complexe et on peut le comprendre. Et voilà, et c'est pour ça que c'est tout. Et nous d'ailleurs, en tant que spectateurs, au début du film, on peut avoir un peu ce jugement. Tu complètement. vois, on se dit, bah attends, cette femme qui a cette vie de famille tout à fait tranquille, un mari. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'adore Sur la route de Madison, c'est d'éviter le cliché de la femme battue ou de la femme comment te dire oui, non, on sort pas du tout là-dessus. non mais tu vois, qui aurait pu lui donner une raison de tromper son mari, tu vois. Non. Et en fait non, mais c'est ça qui est fort et qui est intelligent et qui donne beaucoup de réalisme à l'histoire, c'est de dépeindre une vie de famille tout à fait normale avec un mari aimant, enfin des enfants, etc. Enfin rien d'extraordinaire, on va dire que c'est la banalité du quotidien, mais il n'y a pas de souffrance particulière qui pousserait une femme à tromper son mari. C'est juste des sentiments, c'est juste l'amour, c'est juste une rencontre à un moment donné qui fait basculer un cœur, quoi, voilà. Et il n'y a pas de fausse justification trop facile qui lui donnerait une espèce de justification tellement évidente que voilà. C'est normal qu'elle fasse ça parce que machin. Non, justement, on tombe pas dans ces pièges. En fait, Sur la route de Madison, Eastwood il ne tombe dans aucun piège qui était pourtant tellement évident qu'on se disait c'est sûr qu'il va se planter, et en fait il se plante jamais, il tombe dans aucun piège de ça. Alors c'est un film qui a coûté 22 millions et qui va rapporter donc 71 millions, donc c'est quand même aux États-Unis, donc c'est pas le carton d'impitoyable, mais c'est quand même un très beau score, hein, très beau score.
pour un film d'amour. film Non, mais d'amour. c'est vrai, pour un film d'amour sur des quinquagénaires, sans que ça soit effectivement, comme tu as dit, Titanic, c'est pas grandiloquent, Ah. c'est pas épique, c'est pas tout ça. Et dans le reste du monde, enfin non, en fait, en globalité, il aura rapporté 182 millions de dollars. Donc, en vérité, c'est un énorme succès. C'est un gros succès. sur Tout la le monde route en de parle à Madison. l'époque et tout. Comme par hasard, Spielberg est derrière, voilà, encore le producteur qui a du pif. Hein. C'est vrai. c'est vrai. Il se plante pas, hein, ce Steven. Il se plante jamais, même dans les productions. Il se plante pas. Donc voilà, sur la route de Madison, je sais plus s'il a gagné des prix. Non, il était nominé. Hein. Il a été nominé. Je crois ouais. que Meryl Streep était nominée. Il y a eu des trucs comme ça, mais il n'a pas gagné. Je crois pas qu'il ait gagné de prix. Ouais. Voilà. En tout cas, Meryl Streep, un de ses meilleurs rôles, à mon humble avis. Oui, Voilà. oui, clairement. Et Vraiment, même un des meilleurs rôles de Clint. Dans le top 5 des meilleurs rôles de Meryl Streep, sans problème. Sans problème. Et donc, eh bien, nous passons à 1997, 2 ans plus tard, où Clint Eastwood va réaliser un film qui s'appelle Les Pleins Pouvoirs, un film dramatique, un film. Est-ce qu'on peut le qualifier de thriller politique un peu Ah bah oui, parce que parce que ça implique quand même le président des États-Unis. Voilà. C'est un thriller politique qui parle d'abus de pouvoir, de perversion sexuelle, de viol. Est-ce que finalement, non mais finalement, est-ce que Clint Eastwood en 97, il n'est pas précurseur sur les affaires MeToo et tout ça? Parce que alors là, carrément, c'est un film qui incrimine le président des États-Unis d'Amérique, tout simplement. Allons-y. Et d'ailleurs, le film va pas. Bon, alors le film, il a coûté. Il a coûté énormément d'argent. Il a coûté beaucoup. 50 millions, il va rapporter 50 millions. Et 42 millions. Bon, à peu près. Donc c'est un film qui va quand même pas mal marcher, mais c'est un film qui coûte cher. Et finalement, moi, je pense que si ce film était sorti dans les années 2015-2016, je pense qu'il aurait bien mieux marché que ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Vu tout le contexte. Mais je dois dire que si c'est pas un des films les plus mémorables de Clint Eastwood, c'est un film qui se tient bien. C'est un film qui est bien rythmé, qui est bien prenant. Gene Hackman, absolument génial dedans. Absolument. Il est juste fabuleux. Comme toujours, quand il joue les rôles un peu toujours à la limite de cette ambiguïté comme ça, d'homme qui se veut bon, mais en même temps très salopard. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, hein, la pourriture. Voilà, quoi. la pourriture. Et il le joue toujours très très bien. Et c'est quand même un ami de longue date de Clint Eastwood, donc il sait très bien le diriger. Et puis aussi, le personnage de Clint est très bien. Il a un rapport aussi un peu houleux avec sa fille dans le film, Les Pleins Pouvoirs. Et encore une fois, il va se raconter encore un petit peu dans Les Pleins Pouvoirs, parce qu'il a eu des relations assez houleuses avec sa propre fille aussi. Clint En vrai, Eastwood. tu veux dire En vrai, dans la vie. Et donc là, t'as l'impression qu'il se raconte aussi un petit peu. Et non, c'est pas le meilleur film de Clint Eastwood, mais ça reste un bon petit thriller sympathique. Ah oui, efficace. Et puis encore une fois, il met en accusation l'autorité de l'État, enfin le pouvoir, qui est totalement corrompu, parce que alors là, c'est carrément le président des États-Unis d'Amérique. Mais alors attends, parce que moi j'ai plus de souvenirs là par rapport à ça. Mais est-ce que le président dans le film c'est un démocrate ou un républicain? Est-ce que c'est précisé ça? Ah, bonne question. Parce que parce que Bonne question. S'il était S'il était démocrate, ça me surprendrait ça pas. me ferait trop rire. Il soit démocrate. Et ça, je sais plus. Mais ça, je sais pas. Alors, est-ce que c'est précisé? Je sais plus. Vous nous le direz dans les commentaires. Ouais. Mais je sais plus si c'est précisé. Honnêtement, je m'en souviens plus. Mais ce serait marrant que ce soit ça serait gonflé. Ça serait gonflé. démocrate. C'est des violeurs. C'est des violeurs. MeToo. Hashtag. Hashtag T'imagines MeToo. Clint Eastwood sortir un hashtag comme ça? Non mais c'est serait vrai. drôle, quoi. Non mais quelque part, Les Pleins Pouvoirs, c'est un film MeToo quoi. Bon voilà. Mais oui, non, mais c'est le film MeToo avant l'heure, quoi. C'est Mais ça. voilà. Et alors pour la petite anecdote, dans ce film, on retrouve 2 acteurs qui s'appellent Dennis Haysbert et Penny Johnson, qui incarneront quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, David Palmer et Sherry Palmer, donc le président de 24 heures chrono. Non mais c'est drôle que ces 2 acteurs qui vont incarner un couple dans une série étaient déjà ensemble dans ce film-là. C'est la magie du cinéma, c'est merveilleux. Et d'ailleurs 2 acteurs énormissimes. Hein. Enfin, Ils sont très très bons. David Palmer, enfin le président de 24 heures chrono, d'un charisme complètement fou. Et donc, voilà, comme tu l'as dit, le film, il a pas cartonné au box-office, mais en même temps, il a coûté énormément d'argent, 50 millions de dollars. Je vois pas où est passé l'argent d'ailleurs dans ce film. C'est peut-être pour faire les décors de la Maison Blanche ou je sais pas. Mais les acteurs, je sais pas. Ou se prendre des salaires mirobolants parce que 50 millions de dollars pour faire un film comme ça, ça me paraît un peu surévalué. Mais bon.
Un an plus tard, Clint Eastwood, décidément, hein, Eastwood il est prolifique, hein, il n'arrête pas, hein, il fait un film tous les ans, tous les 2 ans. Hein, c'est un peu le Woody Allen enfin bon, quelque part. Et donc l'année d'après, il fait un film très particulier. Le film le plus chelou de Clint Eastwood, disons-le. Ah ouais. Minuit dans le jardin du bien et du mal, 1998 donc. Voilà. Oui, alors on dirait presque, ouais. C'est vrai qu'il y a un côté presque lynchien dedans. Voilà. C'est un film, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, pour une fois, Clint Eastwood, il va se lâcher en termes il va, ouais, comme tu as dit, il fait du David Lynch. Dans sa mise en scène, comment te dire, en composant des fois des moments comme ça un peu surréalistes dans la manière de diriger, dans la manière de filmer. Il y a des personnages, la façon dont ils parlent, la façon dont ils bougent. Il y a certaines images qui font penser à du David Lynch. Il y a clairement une dimension mystique hein, avec tout le folklore vaudou qui est exploité ici comme une sorte de justice divine. On se croirait presque dans Angel Heart des fois. C'est un film très particulier, c'est un film de procès où Kevin Spacey est accusé d'avoir tué un jeune homme avec qui il entretenait des relations sexuelles. Ça ressemble d'ailleurs plus à une relation de dominant-dominé avec en toile de fond des faveurs sexuelles plutôt qu'à une liaison amoureuse classique. Et le jeune homme assassiné est interprété par Jude Law. C'est pas l'un des premiers rôles de Jude Law. Non, il avait déjà... Non, parce que Jude Law, il avait tourné avant. Hein. Il avait déjà tourné avant. En tout cas, il était pas méga connu, mais pas méga par connu. contre, Kevin Spacey était en pleine. Lui, il était en pleine ascension. En pleine gloire. L'année d'après, il faisait American Beauty. Ouais, voilà. Et donc, Kevin Spacey qui joue le rôle d'un homme un peu trouble, ambigu, tu vois, qui est accusé comme ça d'avoir tué quelqu'un, qui va se retrouver en procès. Est-ce que c'est pas autobiographique? Je sais pas. Ouais, un peu. Ouais, c'est un peu. Mais bon, en même temps, Kevin Spacey. Il avait prévu plein de trucs, Clint, en fait. Oui, en fait, non, mais Clint Eastwood, voilà, c'est ça. Il avait prévu genre. C'est Madame Irma. Madame Irma, quoi. Et, alors moi, Minuit dans... j'ai toujours eu un peu de mal avec ce film. Déjà, je le trouve très très long. Il fait 2h30. Il fait 2h30, c'est vachement long. Alors, tu me diras, il a fait aussi des films de 2h30. Jailbird, ça dure encore plus longtemps. Ouais. Mais je trouve que finalement, le sujet n'est pas. Je sais pas, c'est pas vraiment tenu, c'est un peu en dents de scie comme ça. Il y a un faux rythme, pourtant je trouve qu'il y a des superbes images. Là où c'est tourné, je crois, à Savannah. Il y a John Cusack qui joue dedans. Ouais. Pareil, là, John Cusack, c'est un chouette casting. John Cusack est un très bon acteur, il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve que dans ce film, ou en tout cas dans ce rôle, il n'est pas forcément mémorable. Voilà, je l'ai pas trouvé très marquant. Ouais, moi non plus. Ce qui fait que, il est un petit peu. C'est un peu particulier ce film. Il est à la fois le protagoniste, le héros de l'histoire, mais il a l'air d'être plus observateur, témoin des choses, plus que acteur des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas l'air de participer beaucoup. Il est un peu en retrait. Enfin voilà, c'est vraiment un témoin, un observateur. Mais bon, c'est un film de procès. C'est bien mis en scène, c'est bien réalisé. L'atmosphère, les décors jouent beaucoup aussi sur le film. Mais en tout cas, c'est un film qui ne va pas marché en 98. Il va coûter 30 millions de dollars et il va en rapporter que 25 millions aux États-Unis. Donc c'est un petit peu un échec. Et c'est un peu compréhensible, je trouve. Mais enfin... Un an plus tard, on est en 99 avec le film Jugé coupable, que moi je trouve être un bon petit film du dimanche, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais... c'est ça, on peut le résumer à ça, Jugé coupable, c'est-à-dire que voilà, l'intrigue est sympa, c'est bien mené. Mais c'est pas le film dont tu te souviens, c'est pas le film iconique, si tu veux, dans la carrière de Clint. Pourtant, il joue dedans, c'est très sympa, c'est bien, ça le fait. Mais cette histoire de condamné à mort et tout, elle fonctionne. Mais il y a un bon suspense. Mais je trouve que ça va pas plus loin que ça en fait. Voilà, c'est tourné un peu, je trouve, à l'économie quand même. Et puis. Pourtant 55 millions quand même. 55 millions de dollars. Et qui va totalement bider puisque 16 millions aux États-Unis. Voilà. Je sais pas comment te dire. Là, tu sens que Clint redescend un petit peu après Minuit dans le jardin du bien et du mal, où il a voulu faire une expérience mais qui n'a pas forcément bien fonctionné. Là, il revient à du thriller, mais tu sens que faudrait peut-être enclencher la seconde, quoi. Pour moi. Ouais. Non, mais alors, c'est vrai que là, il revient peut-être à ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire l'intrigue un peu policière, l'enquête, etc. Et puis même en termes de mise en scène, c'est quelque chose de plus classique. Là où, oui, dans le jardin du bien et du mal, il a voulu s'essayer à un trip un petit peu mystique, comme on a dit, un petit peu à la David Lynch et tout. Mais du coup, là, pour le coup, ça fait un film assez classique, où tu sens venir un peu
presque pas les retournements de situation, mais tu sens un peu l'intrigue se dérouler, quoi, tu vois. Un peu. C'est un peu balisé, quoi. C'est un peu balisé, voilà. C'est un peu balisé. Bon, moi, quand je l'avais vu à l'époque, je l'avais quand même bien kiffé. J'avais trouvé ça assez efficace, assez prenant. Voilà, j'adore les histoires de condamnés à mort qu'on doit sauver à la dernière minute. Il y a tout un truc de course contre la montre, évidemment. Et le personnage de Clint Eastwood, il est assez touchant, même si pas trop développé, je trouve. Par contre, James Woods, je le trouve excellentissime. Il joue le rôle du rédacteur en chef du journal dans lequel travaille Eastwood. Et d'ailleurs, encore une fois, il va se heurter, il va se confronter à la hiérarchie, à ceux qui sont au-dessus de lui, qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Et lui qui fait encore une fois cavalier seul pour rétablir la vérité et sauver un innocent d'une mort certaine. Voilà. Donc, voilà pour Juger coupable. Bon film du dimanche, assez efficace, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, on passe à l'année d'après, en 2000, où là, Clint Eastwood, il va faire L'étoffe des héros. Et voilà, L'étoffe des héros, mais version papy. Version papy. Space Cowboys, en 2000, d'ailleurs, ouais, c'est marrant. Voilà, ouais, en 2000. Alors... Space Cowboy, pareil, c'est pas le film que je vais retenir de la filmo de Clint quand même, mais il y a une volonté de faire une espèce de comédie où on rigole bien du troisième âge quand même, tout en faisant une espèce de pseudo-aventure dans l'espace. C'était un peu ça, Space Cowboy, quand on va résumer ça un peu comme ça. Et il y a quand même du bon casting, Tommy Lee Jones, il y a, comment te dire... Donald Sutherland, il y a l'actrice qu'on adore qui joue dans Mystic River, Grey Garcia... Marcia Gray Harden. Marcia Gray Harden, voilà. Voilà, beaucoup mieux, je trouve, dans Mystic River, que ça a vachement mieux employé. Oui, parce que là, le rôle, il est un peu mineur, il est pas très consistant. Il est pas très consistant, mais voilà. Alors, c'est le film bien fait. Par contre, là, pour le coup, je trouve que c'est mieux réalisé que Jugé coupable. Il a pu bénéficier comment te dire, de la NASA pour ce film. Il a pu tourner avec la NASA. Il a pu aussi bénéficier de ILM. Pour les effets spéciaux, et c'est vrai que moi je l'ai revu récemment, il tient encore vachement bien la route. C'est super bien fait encore. C'est pas même les intégrations et tout, ça va, c'est quand même bien fait pour un film de 2000, et puis surtout pour un film, comment te dire, c'est pas de la science-fiction, mais c'est quand même un genre que Clint Eastwood ne touche pas beaucoup, quoi, ce genre d'épopée spatiale, quoi. Et pourtant, ça, c'est quand même plutôt bien fait. En fait, là où c'est intéressant, Space Cowboys, c'est que ça aurait pu être une gaudriole de par le sujet, c'est-à-dire d'envoyer des papys dans l'espace, et ça aurait pu être une comédie ridicule. On s'en moque un peu quand même. Oui, mais c'est fait. Mais c'est fait toujours avec un regard très humain sur les personnages, attendrissant, qui rend l'histoire touchante et pas juste gaguesque. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas la grosse pantalonnade. Regardez les boomers, on va rigoler, les papis. Non, il y a toujours un regard très tendant. Voilà, c'est ça. Tu sens que voilà, il joue avec son âge, il s'en moque un peu, il se sent vieillir aussi, Clint quand même, et donc il va en jouer. C'est peut-être aussi une façon un peu d'expier un peu son truc, peut-être d'évacuer un peu ses peurs de vieillir là, vraiment. Mais effectivement, il y a toujours un côté très attendrissant et bienveillant, un peu quand même. Voilà. Donc c'est pas le meilleur film de Clint, mais... Non, mais c'est un divertissement agréable, sans prétention, en fait, qui fonctionne bien, qui est touchant, et puis qui a une belle, comment te dire, un bel arc narratif autour du personnage de Tommy Lee Jones, qui finalement doit accomplir aussi quelque chose à travers cette mission par rapport à lui-même, par rapport à quelque chose de personnel, mais tout comme le personnage de Clint Eastwood. En fait, c'est surtout Eastwood et Tommy Lee Jones qui sont les personnages les plus intéressants et les mieux développés, et c'est ça qui en fait quand même aussi un film intéressant, malgré le sujet un petit peu gaguesque d'envoyer des papys dans l'espace, mais comme quoi, même quand on est une vieille personne, on peut aller dans l'espace. Exactement. Voilà. Pas de raison. Il n'y a pas de raison, et c'est ce que nous dit ce film avec ce message de Clint. Voilà. Et donc, c'est un film qui a coûté 65 millions de dollars. Bon, ça, on peut un peu plus le comprendre vu les effets spéciaux, vu le sujet du film, la thématique, etc. Et il va rapporter 90 millions de dollars au box-office aux États-Unis, et en tout 128 millions de dollars. Donc, bon petit succès pour Clint Eastwood. Voilà, c'est pas un échec.
Et donc 2 ans plus tard, il va réaliser un film en 2002, donc un film qui normalement devait réaliser avant Jugé coupable, mais je ne sais plus pour quelle raison il a dû mettre ça de côté. Et c'est le film Créance de sang, voilà, où là, eh bien, il revient à du film policier avec un personnage. Pas vraiment à la Dirty Harry, mais c'est un personnage de flic qui, encore une fois, fait cavalier seul, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il peut plus jouer sur le côté Dirty Harry parce que je pense que l'âge fait que, mais en même temps, il va essayer quand même de reprendre ce rôle de flic. Et je trouve que c'est pas que ça lui va pas, mais je crois qu'il y a un problème de scénario dans Créance de sang. Vraiment, moi, c'est un des films que j'aime le moins de lui. Ouais. Il y en a d'autres encore, hein, c'est pas fini, mais je crois que là c'est vraiment le début de Clint Eastwood qui se cherche en termes de polar et qui trouvera, à mon sens, juste l'année d'après, et on va en parler. Ouais. Mais il n'a pas trouvé encore le bon truc, le bon scénar. Et t'as l'impression qu'avec Créance de sang, il s'essaye un petit peu à l'exercice de polar à la Seven. C'est ce que j'allais dire. Bon. Ouais. En fait, c'est ça. C'est pour ça. Il devait le réaliser avant Jugé coupable. Donc voilà, peut-être en 98 par là. Et tu sens que ce projet, c'était pour peut-être un petit peu surfer sur la tendance des thrillers des années 90, des thrillers policiers comme Seven, ou même, tu sais, tous les trucs genre Bone Collector, tous les thrillers qui ont suivi dans les années 90, là, tu sens que c'est ça, puisque ça parle d'un tueur en série, avec un flic qui le poursuit, il y a même carrément des courses-poursuites à pied qui rappellent un peu Seven et tout ça, il y a tout un mystère, qui est le coupable, qui est machin, tout ça, hein, c'est un whodunit. Mais effectivement, en termes de scénario, déjà je crois qu'on grille un petit peu la finalité du film. On arrive à découvrir un petit peu le twist, quoi. Et puis ouais, ça reste un film un peu sage, quoi. Un thriller, enfin ouais, un thriller policier un peu sage, un peu classique, quoi. Un peu classique. Et c'est-à-dire que là, tu as envie de lui dire, ouais, mais tu vois, je trouve que ça te va pas en fait, ce genre de scénario. Il faut pour que ça marche bien, ou alors il faut vraiment le sublimer avec une mise en scène extraordinaire, ouais. et qui manquerait peut-être même un peu de sobriété. Et dans ce cas-là, Créance de sang pourrait peut-être avoir un intérêt, mais avec la mise en scène très sobre de Clint, sans faire d'en face, sans faire des pattes et tout, c'est quand même compliqué, je trouve, de faire tenir le spectateur dans cette histoire. Dans ce genre, en fait, tu veux dire que le genre thriller ne lui va pas forcément parce que lui, c'est pas son style en termes de mise en scène. Il est trop sobre en termes de mise en scène. Disons qu'il a réussi avec des Sudden Impact, il a réussi totalement avec des pleins pouvoirs, mais peut-être plus avec Sudden Impact quand même. Oui, mais c'était pas des thrillers. Mais c'était pas des thrillers façon. Voilà, là tu sens qu'il y a une volonté de faire un thriller façon Seven, avec un truc glauque autour d'un tueur en série, une histoire de sang, de dons d'organes. Je trouve que ça lui va pas en fait. Même s'il essaye de faire des effets de style à un moment donné, tu vois, il transforme l'image en négatif, tu sais, en noir et blanc comme ça, avec des transitions, des flashs, des trucs comme ça. Mais bon, ça fait un peu artificiel. C'est moins incarné que dans d'autres très bons thrillers. Qu'on a pu voir avant lui, quoi. Et donc Créance de sang, c'est un film qui a coûté 50 millions de dollars, quand même. et qui en a rapporté que 32 millions. Donc ouais, là c'est un four pour monsieur Clint Eastwood. Mais l'année d'après, il va évidemment réaliser pour moi son plus grand film, voilà, de tout ce que j'ai vu de tout Clint Eastwood, et il n'a pas encore fini parce qu'il y a encore d'autres films qui vont arriver, mais en 2003 c'est Mystic River. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est en fait ce qu'il n'a pas réussi avec Créance de sang. Quand je parlais de Créance de sang tout à l'heure, c'est-à-dire il s'essaye au polar. Là, ça va être encore pour moi aussi quelque part un polar, sauf qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Et finalement, il va peut-être même délaisser un petit peu l'aspect polar au profit d'un film totalement dramatique en fait, d'un drame familial. Et c'est un chef-d'œuvre absolu, l'utilisation de la musique. Après, j'ai envie de te dire qu'en termes de mise en scène, il n'y a pas de fulgurance. On reste quand même dans du Clint Eastwood très classique. Non, mais là où ça diffère peut-être un peu, et d'ailleurs c'est ce que j'avais lu ça quelque part à propos de Mystic River, c'est que là, pour une fois ou une des rares fois, il va
énormément répéter avec ses comédiens, leur faire pas mal de prises, Exact. plus de prises que prévu, parce que en fait c'est ça aussi, Mystic River, c'est des performances d'acteurs incroyables, et c'est ça qui en fait toute sa force, et il va miser beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, bon, c'est un film où il ne joue pas, où il se met pas en scène, Clint Eastwood, et il a bien fait Il aurait pas pu se trouver là-dedans. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'il aurait pu jouer. Non, parce que le rôle du flic, il est incarné par Kevin Bacon, et il y a aussi Laurence Fishburne. Et Laurence Fishburne. Il y a Sean Penn et Tim Robbins, et tous les soirs, apparemment tous les soirs, avant de tourner les scènes du lendemain, les 3 acteurs se réunissaient avec Clint Eastwood pour répéter tout ça, chose qu'ils ne faisaient pas forcément. Ils préféraient sur le plateau avoir des choses peut-être un peu plus spontanées, et là il va vraiment faire un travail de fond avec les acteurs pour obtenir des performances absolument incroyables, et c'est le cas. Et ça se sent, mais alors Ouais. d'une force. Et c'est ce qui fait aussi la force du film. Je veux dire, la performance de Sean Penn, elle est incroyable. Quand il découvre que sa fille a été tuée, etc. Ouais. Je veux dire, bon voilà quoi, c'est limite le rôle de sa vie quoi. Tim Robbins est extraordinaire. J'ai envie quand même de parler de Marcia Gray Harden qui joue dedans parce que dans le rôle de sa femme et tout. Enfin, je veux dire, tu sens ce couple, mais alors, ça fait une peine, mais de ouf, parce qu'en plus, toi, t'es mené en bateau. Quasiment pendant une grosse partie du film, et puis il y a ce flic donc joué par Kevin Bacon. Et alors ce qui est hallucinant, c'est un film qui parle vraiment du temps qui a passé, aussi d'une certaine nostalgie de quand on était enfant, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tout bascule, et qu'alors on était soudés, on était 3 comme ça soudés, et ben il y a quelque chose qui va faire que tout va basculer, et qu'en fait on est des êtres au sein d'une même ville et qu'on ne se reconnaît plus. C'est comme si on était des fantômes l'un pour l'autre. C'est terrible ce film, c'est d'une tristesse absolue. Je crois que c'est pour moi son film le plus noir qu'il ait jamais fait, Clint Eastwood. Mais c'est en ce sens que c'est justement très intéressant. Même en termes de photos, hein, c'est très désaturé, c'est dans des tons très froids, très grisâtres. Enfin, en fait, il filme, c'est à Boston, hein, c'est ça ? Oui, c'est à Boston. Il filme Boston. C'est dans la banlieue Oui, la banlieue de Boston, la banlieue oui. Il filme cette banlieue comme un cimetière, hein, presque. Hein. Enfin, vraiment, on dirait ça. Hein. On dirait un cimetière. Ah oui. C'est voulu, c'est filmé comme ça. Tout est très sombre, tout est très noir, tout est. Mais alors, ça veut pas dire que c'est ennuyeux. Attention, non, pas du tout. C'est quand même passionnant. C'est là où c'est fort, c'est-à-dire que lui, j'ai pas envie de te dire que Clint Eastwood s'en fout de l'aspect policier, parce qu'il est quand même là. Mais disons que ça va l'aider, si tu veux, tout l'aspect policier va l'aider à faire passer, en termes de rythme, ça va l'aider justement à gagner en rythme. Ce film va gagner en rythme grâce aussi à cette enquête policière, et qui n'est pas juste un drame humain, quoi. Ça mélange justement ces deux notions, et il le fait, mais vraiment avec brio. Oh là là, une force, mais à tous les niveaux, dans tous les plans, dans chaque plan de ce film. Enfin, c'est oui, il y a pas l'accomplissement d'Eastwood pour moi. Et c'est vrai, et pour un polar aussi fort et même aussi émouvant, aussi prenant, il n'y a pas d'envolée de mise en scène, Clairement tu pas. vois, ostentatoire, etc., ou d'effet de style. Allez, juste quand même au moment où Sean Penn, justement, on parle de la même scène, où Sean Penn découvre. Bon, t'as quand même une espèce d'envolée avec la voix de Sean Penn ajoutée à la musique. Oui. Par-dessus, avec, je crois, un espèce de plan à la grue et tout. Oui, c'est un plan en plongée au-dessus. Un plan en plongée. Bon, ouais. mais si tu veux, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas plus que ça. Non. Voilà, non, et puis c'est surtout la performance de Sean Penn qui fait tout le sel de cette scène. Hein. C'est vraiment toute la force émotionnelle, elle vient surtout de là. Et non, et c'est vrai que c'est un film. Alors c'est adapté du roman de Denis Lehane, qui est un très bon auteur. Un très bon auteur finalement. Alors c'est un film quand même qui a coûté 30 millions de dollars et qu'on a rapporté 90 millions aux États-Unis. Exactement. Alors c'est un film qui a quand même bien marché. Hein. Il a bien fonctionné. Il a été récompensé aussi aux Oscars. Alors pas meilleur film puisque ce sera un autre qui gagnera. C'est lequel ? C'est Million Dollar Baby. Ah oui, non, mais je voulais dire cette année-là. Ah oui, non, c'est Le Retour du Roi. Bon, ok. Bon, voilà, on peut le comprendre. On peut le comprendre. En même temps, bon, c'est pas des films qui jouent sur la même chose, mais c'est vrai que face à ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, par contre, Sean Penn, je crois, a gagné, hein, si je me trompe pas, quand même meilleur acteur. Je crois. En tout cas, s'il l'a pas gagné, c'est tellement. Et Tim Robbins s'était nommé, même Kevin Bacon, enfin tout le monde. C'était, oui, mais parce que comme tu l'as dit, quoi, c'est-à-dire c'était des performances d'acteurs. Mais encore plus que dans tous les autres films de Clint, quoi. Ah oui. Là, il a vraiment mis un point d'honneur à obtenir de ses acteurs quelque chose de très, 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 très fort.
Et c'est vrai qu'en termes de mise en scène, est-ce qu'il y a un moment, une scène particulière qui te revient à l'esprit, qui résume un petit peu le film ou alors non, voilà, on est encore dans le c'est compliqué parce que dans Mystic River, il y a toutes les scènes sont marquantes. Enfin, il y a pas une scène que tu peux enlever, sinon t'as tout le puzzle qui s'écroule. Enfin, c'est hyper compliqué. Moi, je suis très touché par la fin. En fait, il y a quelque chose de très sobre, c'est vrai, encore une fois, hein, dans la mise en scène, mais qui vise toujours juste. En fait, je sais pas comment expliquer, mais rien que le début, quand tu as les scènes, la scène qui nous présente les enfants. Les enfants, il y en a un qui se fait enlever. L'un qui se fait enlever, c'est juste un plan fixe avec une voiture qui s'éloigne au loin dans la rue. Voilà, c'est un plan fixe avec un enfant. Non, mais il y a, je crois que si, il y a un petit peu de musique, mais encore une fois, même la musique, elle est discrète. C'est la sobriété. Au profit de l'efficacité, je sais pas comment. Ouais, c'est ça, au service de l'efficacité. Au service de l'efficacité. C'est exactement ça, quoi. Et tout le film est basé là-dessus, quoi. C'est des petits moments, mais alors qui sont filmés avec une telle authenticité, avec une telle vérité de sa part que forcément, ouais, ça te touche. Et en plus, il va se servir de cette histoire d'amitié totalement brisée et qui vont essayer de se reconstituer, mais qui n'y arriveront jamais. Et tu le sais très bien. Et il va te filmer ça, mais enfin, je veux dire, je pense qu'il fallait que Clint Eastwood ait l'âge qu'il est pour qu'il donne autant de crédibilité à ce récit. Ouais. Je pense pas qu'il aurait pu le tourner à 40 ans, quoi. Je pense qu'il a fait parler toute son expérience de vie, quoi, pour ce film dont il a peut-être transcendé le roman. On sait pas. Moi, j'ai pas lu le roman, il devait être très bien, hein. Mais peut-être que le scénario était moins bien, tu vois, était pas forcément très palpitant. Et lui, il en a fait quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, la fin, le twist final, sans le révéler, est-ce que toi, tu l'avais vu venir ou tu t'es laissé complètement Je me suis laissé embarquer, hein. Je t'avouerais que oui, moi je me suis complètement laissé embarquer. Parce que putain, ce twist final quand même, c'est déchirant. Hein. C'est déchirant. Et je l'avais pas forcément vu venir. Ouais. Non, moi non plus. Hein, je m'étais laissé embarquer un peu là comme ça, comme dans une rivière mystique finalement. Oh, ce que c'est beau. Oh, c'était beau. Eh ben écoute, sur ce, nous allons conclure cette deuxième partie de vidéo que j'ai pris un grand plaisir à faire. C'était très bien. C'était cool. C'était très cool de revisiter cette partie là de la carrière de Clint. Donc voilà, deuxième partie terminée. Je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie sur la rétrospective Clint Eastwood qui ne saurait tarder, voilà. Et d'ici là, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Tom, chaîne YouTube Dirty Tommy. Allez vous abonner immédiatement tout de suite. Et eh bien, vous abonner aussi sur ma chaîne, pourquoi pas. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Vous activez la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu quand il y aura la troisième partie de la rétrospective sur le reste de la carrière de Clint Eastwood. Et il y aura quand même pas mal de films à faire encore. Ouais, encore pas mal. Pas mal de choses à dire. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur YouTube. Ciao. Hey, merde, ça coule, pas tout doux, vieux, calme-toi. Vous fermez vos gueules.